You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 10e épisode de la 4e saison de Colts Facts. Avant de parler de l'actualité des 5 clubs romans, on a décidé de revenir un petit peu en détail sur une affaire qui a secoué la NHL, c'est l'affaire Kyle Beach, agression sexuelle qui s'est passée en 2010 au sein des Chicago Blackhawks. On va regarder comment la NHL gère ça. Spoiler, très très mal selon nous. Et puis après, on parle des sanctions, notamment celle que n'a toujours pas reçue Fabrice Herzog pour son vilain coup de canne sur la nuque de Mauro Dufner. Mauro Dufner n'a pas joué mardi contre Lausanne et ne va pas jouer probablement les matchs du week-end. Et puis après, on enchaîne avec les clubs romans. On va focaliser sur Genève-Bienne, puis après sur Ajoie. Et on termine avec Fribourg et Lausanne. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Alors, d'un point de vue personnel, très bien, merci, toi aussi. Pleine forme. Par contre, d'un point de vue, on va dire, suiveur de hockey, ce qui s'est passé en NHL avec cette histoire de Kyle Beach, ça m'a énervé, ça m'a secoué. J'aime pas ce qui s'est produit et le message qui a été envoyé en fait par la NHL. Tu as bien sûr suivi. Hein, oui, j'ai suivi ça. Ouais. Tu as vu que en fait, pour replacer le contexte, Kyle Beach était un joueur des Chicago Blackhawks à l'époque. C'était un joueur qui a été pris au premier tour, repêché. Et puis, il y a eu des actes de harcèlement sexuel de la part du coach vidéo qui s'appelle Aldrich. Et on va arrêter de citer son nom, parce que c'est vraiment une non-flure. Et il a fait ça à l'époque, en 2010, quand Beach était venu avec les Black Aces. Donc, c'est les jeunes joueurs qui viennent pendant les playoffs aider au cas où il y a une blessure. Et puis, pour ne pas perturber la bonne marche des Chicago Blackhawks, ils n'avaient rien dit parce que forcément, c'était quand même remonté à l'époque qu'il y avait eu ça. Le joueur s'était exprimé, avait parlé de ça et ça s'était tassé parce qu'il ne fallait surtout pas déranger l'équipe. Je pense d'ailleurs que s'il s'était sorti à l'époque, peu de chances que les Blackhawks aillent au titre. Alors d'un point de vue, on va dire, malheureusement d'un point de vue sportif, c'était peut-être ce qu'il fallait faire, mais d'un point de vue humain et d'un point de vue tout autre que sportif, c'est une catastrophe. Surtout que ce monsieur Aldrich, il a été avec Team USA, il était aux Jeux Olympiques comme vidéo coach, puis après il est parti dans une université américaine et là, il a de nouveau abusé d'un jeune de 16 ans. Il était condamné pour ça. Et c'est sorti en 2021 et tout d'un coup, là, la NHL doit réagir. Et je trouve que la NHL a réagi n'importe comment. Il y a eu une pénalité de $2 millions à l'encontre des Chicago Blackhawks. On a vu que Joel Kenville, le coach, à l'époque des Blackhawks, qui était aux Florida Panthers il n'y a pas longtemps, il a arrêté. Il a dit « je me retire ». Très bien. Parce qu'il y a une pression de fou pour le dire, mais tu étais au courant, donc il faudrait peut-être que tu dégages. Il y a le GM des Jets qui était aussi dans le staff des Blackhawks à l'époque, qui lui est toujours GM des Jets. Il n'a pas arrêté. Puis surtout, moi je trouve ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est l'omerta que c'est en train de rompre là autour. Mais tu vois que certains joueurs ont de la peine. Il y a eu Jonathan Toews par exemple qui a été un peu cloué au pilori. Parce qu'il est le capitaine des Blackhawks depuis... De l'époque. Et lui, il a réagi après un match à Toronto en disant qu'en gros, il savait que peut-être il se passait quelque chose, mais que voilà. Et puis il a pas de manière véhémente... donner son avis là-dessus, puis il a un peu passé la patate chaude, ce qui lui a été clairement reproché par pas mal de monde, là où Patrick Kane a été un tout petit peu plus direct dans sa réponse, si j'ai bien tout lu. C'est intéressant, moi je trouve, de voir comme le hockey finalement est aussi en train de subir une révolution. On en parlait récemment avec le cas Linus Omark où il a expliqué ses problèmes psychologiques. Kylian Motter en avait souvent parlé aussi. Souvent, non, on a l'impression qu'il parle que de ça. On a parlé une fois ou deux. Il s'est exprimé sur ce sujet en se disant il n'y a pas de honte à aller voir un psy pour se faire accompagner, pour si on a des soucis qui soient sportifs,
personnel, les deux, c'est tout le temps, tout est un peu lié de toute façon. Les joueurs osent en parler. J'ai l'impression que Drouin au NHL et exactement. Carey Price aussi. Et c'est un comment dire, c'est un mouvement, on va dire, sociétal qui est en train d'avoir lieu. Mais même dans le hockey sur glace, ça évolue également. Alors que moi, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu une sorte de dernier bastion qui freine ce mouvement-là en disant ouais non mais nous en hockey on a toujours un peu fait comme ça, on est des bonhommes et puis ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Il y a un peu ce côté clanique du hockey sur glace et là je pense qu'il y a des brèches qui sont en train de céder et c'est hyper important. Et ça avait finalement commencé, si tu te souviens, il y a quelques années avec les comportements des coachs qui avaient été pas mal critiqués. Ouais, Bill Peters notamment et finalement, ça avait commencé là, mais là c'est autrement plus grave, même si on peut pas. C'est difficile d'avoir des gradations dans les horreurs. Dans les horreurs. Mais je pense que là, je sais pas si c'est plus grave, mais par contre, c'est des choses qui sont beaucoup plus enfouies. Tandis qu'un coach qui se comporte mal, qui peut même mettre des coups, qui peut. C'est assez. Il faut vraiment attention aux mots qu'on choisit, mais c'est moins profond comme play que ce qui se passe là. Et finalement, de voir que une après une, les brèches sont en train de sauter, moi je trouve que c'est hyper important. Et j'espère vraiment que déjà, ça va permettre à ces comportements de s'arrêter demain, dès aujourd'hui pour le futur. Mais surtout, si ça peut permettre à d'autres de s'engouffrer là et de se dire, moi j'ai aussi vécu ça, et puis qu'il y a une sorte de MeToo du hockey, je sais pas trop comment dire ça, mais que si la parole se libère, c'est ce qu'il y a de plus important. Et voilà, d'un point de vue les problèmes psychologiques, on ose en parler, les problèmes dans le vestiaire, on commence à oser en parler, les problèmes de coaching trop dur, trop excessif, ça s'est déjà passé depuis un petit moment. Finalement, continuons dans cette voie parce qu'elle est c'est vraiment la bonne, je pense. Il y a aussi le problème du racisme qui a été qui est absolument. Ressorti, qui date il y a bien longtemps, mais qui est ressorti en Ukraine avec ce joueur qui s'est fait comment dire, il y a eu un geste d'une banane de la part d'un qui a préféré arrêter finalement parce que il se sentait pas non plus défendu à sa juste valeur. Oui, il a quitté le championnat, ouais. Là, Gary Bettman, quand il défend, on rappelle que le commissaire de la Ligue, il est élu, en gros, ou il est mis en place par les autres GM, on va dire par tous les GM de la Ligue, ou même par les propriétaires plutôt. Plutôt, ouais. Et il touche son salaire comme ça, au prorata par les équipes, et le but, c'est de défendre la Ligue. Visiblement, il y a certains propriétaires maintenant, mais je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'ils font un certain nombre pour l'éjecter, Gary Bettman, mais ils sont en train de se demander si ce n'est pas le bon moment. Il y a lui et il y a aussi Bill Daly et Fer, de deux personnes de la NHLPA qui n'ont pas été bons. Parce qu'en plus, en NHL, il y a une association des joueurs qui devrait pouvoir, à laquelle tu devrais pouvoir te raccrocher dans ce genre de cas, dire j'ai été victime de ça, ok, très bien, on arrête. On arrête tout ce qu'on est en train de faire et on met toutes nos forces là-dessus. Parce que ça, on ne veut pas que ça se passe. Et je disais, le côté sportif, c'est terrible parce que comme les Chicago Blackhawks sont allés en finale et qu'ils ont gagné la Stanley, c'était le pire des moments. C'est qu'il fallait surtout pas que ça sorte selon eux. Parce qu'ils se rendaient bien compte que si ça explosait, ça allait être un cataclysme médiatique et que ça allait tout foutre en bas pour eux. Et moi, ce qui me révolte aussi, c'est la punition financière qui a été collée par la NHL. Parce que quand on regarde comme ça, on se dit 2 millions. Ah ouais. Nous, en tant que Suisse, on se dit 2 millions de francs suisses ou 2 millions de dollars. Ah ouais, on regarde par rapport aux pénalités que le juge unique met en Suisse, tu te dis, tu peux couler des clubs. Et puis en fait, tu t'aperçois qu'en 2010, les New Jersey Devils, ils ont ramassé 3 millions de dollars de pénalités et puis 2 draft picks de perdus pour le cas Kovalchuk, où ils ont essayé de contourner le salary cap en lui proposant un contrat longue durée où il touchait 1 million sur les dernières années, où il avait 55 ans à peu près. Tu dis 3 millions pour ça et 2 millions pour un acte qui brise des vies, qui est, comme tu l'as dit, un sujet de société, parce que si ça se trouve, ça c'est la pointe de l'iceberg et il y a eu beaucoup d'autres cas qui étaient tout aussi graves et dont on n'a pas parlé. On se fout de la gueule. En fait, on crache une deuxième fois à la figure de
de Kyle Beach. Ouais, complètement d'accord avec toi. Et finalement, cette perspective que tu mets là, elle est hyper importante pour voir à quel point, en gros, la NHL s'en lave un peu les mains, malheureusement. Et ça devrait donner pour moi une deuxième vague derrière, dans le sens où je pense que ça va pas s'arrêter là, c'est pas possible. Et comme tu disais, la position de Gary Bettman, elle commence à être chancelante, ou elle est chancelante. Et le fait qu'il n'y ait pas eu d'action vraiment lourde, et tu parles de draft picks qui ont été enlevés, si tu veux vraiment punir un club pour avoir caché des agissements de la part de son staff, les draft picks, c'est l'essence même d'une équipe, parce que bah, forcément tu as tes joueurs en place, etc. Mais si pendant 2 ou 3 ans tu n'as pas ta première ronde, ça devient compliqué d'insuffler du sang neuf, d'insuffler de nouveaux bons joueurs dans ton organisation. Ouais, même si je trouve que c'est finalement un peu une emplâtre sur une jambe de bois, parce que tu as tout à fait raison, mais tu peux toujours aller chercher un très bon joueur en KHL, parce que justement, il y a encore les agents libres. Je trouve que, oui, tu les punis, mais il y a un moment, c'est pas suffisant. Tu dois être beaucoup plus ferme. Si tu veux vraiment montrer, ma foi, à un moment, il y a quelqu'un qui va peut-être payer, ça va être les premiers. Pourquoi les Blackhawks plutôt que d'autres, alors qu'il y a peut-être eu d'autres choses qui se sont passées dans la NHL, notamment aussi avec tout ce qui est par rapport aux gays qui ont été mis au banc finalement. Enfin, l'omerta qu'il y a là-dessus, il y a eu plusieurs joueurs qui en ont parlé aussi. Mais c'est très difficile de venir, et c'est peut-être un petit peu plus facile, et entre guillemets, plus facile maintenant, parce que justement, on pousse les gens à le faire, que c'était il y a peut-être 20 ans, et il y a 20 ans, il y avait une proportion de joueurs homosexuels de la même manière que maintenant. Il n'y a pas une évolution du nombre, il y a juste une évolution de la parole qui est hyper bénéfique et hyper précieuse, et puis je suis sûr que ce qu'on dit là n'a aucun impact sur grand chose. Exactement. Mais par contre, on peut en tout cas au moins le saluer. Et puis il y a aussi un sujet d'actu qui nous a particulièrement ennuyé. D'ailleurs, on a aussi une question à ce sujet. C'est au niveau des sanctions. Alors, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on va surtout parler de Fabrice Herzog et de sa charge sur Mauro Dufner, où j'ai pensé honnêtement, avec le deuxième angle de caméra mis en avant par Christian Cap sur Twitter, que je suis étonné que la canne d'Herzog n'ait pas pété sous l'impact avec la nuque de Dufner. Dufner d'ailleurs qui n'a pas joué mardi soir contre Lausanne. Peut-être la preuve que le geste de Herzog n'était pas si anodin que ça. On a une question de Lionel Castella qui nous dit « Match de suspension pour des gestes non sanctionnés, pas assez sanctionnés. Pourquoi il y en a autant en ce début de saison? Est-ce que les clubs peuvent se sentir lésés par l'application des sanctions a posteriori ?» Alors, en tout cas, moi, les deux exemples que j'ai, je l'ai écrit, c'est aussi pour ça, mais il y a eu Radgeb qui a pris un match de pénalité, un match de suspension, alors que sur la glace, il n'a pas été... C'était contre Fribourg, sur la glace contre Fribourg, il n'a pas été sanctionné. Et Herzog, c'est également contre Fribourg. En l'occurrence, tu pourrais dire, ouais, les Fribourgeois, ils doivent un peu couiner. Probablement. Après, moi, je pars du principe, toujours un peu le même principe. Sur une saison, ça va s'équilibrer. Et puis là, c'est juste 2 fois de suite, c'est 2 défaites. Radgeb, s'il prend 5e match à la 55e pour son coup, il y a 1-0 pour Bienne. 5e match avec un excellent powerplay comme celui de Fribourg en fin de rencontre, ça peut tourner là, ça peut tourner. Zug, Herzog, il y a sauf erreur 3-1 à ce moment-là, et il marque le 3-2 juste derrière, ou quelque chose comme ça. Et Zug est à nouveau dans le match, tandis que si Herzog prend 5e match, ce qu'il doit absolument prendre à ce moment-là, là aussi, je pense pas que la rencontre peut leur échapper. On est au début du 3e tiers-temps. Oui, sur ces 2 actions, Fribourg doit se sentir lésé, complètement. Après, je me dis que dans les 2 cas, notamment, surtout contre Zug d'ailleurs, ouais. Je pense que Fribourg ne doit pas lâcher le match. Contre Bienne, ma foi, Bienne avait fait un très bon match, ils ont perdu. Au bout d'un moment, tu dis, bon, ma foi, ça arrive, une mauvaise décision. Contre Zug, ils doivent s'en prendre plutôt à eux-mêmes avant de s'en prendre à l'arbitrage, mais peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans la partie fribourgeoise. Et pourquoi il y en a plus en ce début de saison? C'est assez dur à dire. Ils ont changé, ce fameux truc des 2+10 qu'ils ne voulaient plus mettre. Puis après, on regarde derrière comme ça, on s'en lave un peu les mains, on donne une première décision, mais après, on laisse faire la justice sportive, finalement. J'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui change un peu. Ouais, c'est possible.
Mais bon, moi, ce qui m'énerve, on va revenir sur le même sujet, mais moi, j'en reviens quand même toujours pas que ce soit pas possible d'aller à la vidéo pour ça. Ouais. On dit très souvent les mêmes choses, mais peut-être au bout d'un moment, c'est juste que c'est pas complètement des conneries. C'est que l'action de Herzog, en plus, les joueurs le voient. Tu vois directement un autre coéquipier qui lève les bras en disant non, mais là, prochain arrêt de jeu, t'as ton entraîneur qui a le droit de prendre son challenge, en l'occurrence, puis qui dit je m'excuse, là, allez voir cette action. Si l'arbitre il vient et fait non, mais bon, c'est bon, ton joueur il a plongé. Bah, tu prends 2 minutes de pénalité. Parce que tu nous as fait perdre du temps à tous. Pour retarder le jeu, tu as 2 minutes de pénalité. Ouais. Déjà, donc le coach, il va pas prendre son droit à aller à la vidéo pour tout et n'importe quoi, parce que c'est quand même un peu la crainte. Et ça, je l'entends. À part ça, au basket, tu as beaucoup plus d'arrêts, donc tu peux voir quasi à chaque arrêt de jeu la vidéo pour des petites choses. Là, c'est un peu différent. Il y a quand même un flow qu'il faut respecter dans le hockey, même si c'est un jeu qui est interrompu. Ben voilà, là, tu dis, et arbitre va voir. D'ailleurs, je pense que sur RadGame, il serait pas forcément allé à la vidéo. Ça aurait pas, à mon avis, ils vont pas. Sur cette faute-là, à part ça, je me dis, Dido la vend bien, on va dire. Parce que quand je vois, quand on dit piquage, c'est vraiment avec le bout de la crosse, des fois, on a vu des piquages qui étaient nettement plus, où tu te sais, t'as mal pour le joueur, tu te dis, t'as dit que là, il le tape un peu avec le plat. C'est un geste de frustration, hein, mais voilà. Mais je pense que la sanction est légitime, un match, mais je pense pas qu'il serait allé à la vidéo. Parce que là, justement, t'es mené 1-0, c'est à la 55e minute. Si tu rates, bah, tu te prends 2 minutes de pénalité, tu hypothèques quasi tes chances de revenir, pas tout à fait, mais pas loin. Tandis que sur Herzog, là c'est une évidence. Tu vas à la vidéo, puis Herzog, tu mènes 3-1, donc puis Herzog il peut aller se doucher. Hein. Ouais. C'est une évidence. Et on ne donne pas cette option-là au coach, alors que les images sont d'excellente qualité en l'occurrence, alors qu'ils ont l'option d'aller au coach challenge pour un peu tout et n'importe quoi avec les lignes bleues. Mais là, les images sont systématiquement moches. Ouais, moi, c'est plutôt ça qui m'énerve dans ces situations-là. Maintenant, parlons de Fabrice Herzog. Bah ouais, parce que j'essaye de trouver le repeat offender. Un multirécidiviste. Voilà, un multirécidiviste, ça va pas du tout. Enfin, j'ai vu sur Twitter que l'ancien joueur Chris Rivera était pas trop d'accord avec toi. Tant mieux, c'est cool d'avoir des... Et effectivement, en tant qu'ancien joueur, qu'est-ce qu'il en sait nettement plus que moi de la vitesse à laquelle le jeu se passe. Mais à un moment, quand tu vois les images, je trouve que c'est difficile d'absoudre Herzog de ça. Puis quand tu vois le nombre de trucs qu'il a ramassé, le fait que Bloom, pour l'instant, il a pas remis un patin sur la glace, puis que probablement sa carrière risque d'être terminée, et sa vie va peut-être potentiellement en être changée aussi. Moi, quand un joueur a plus de matchs de suspension que d'années de vie, je me méfie un peu du gars quand même. Il a 26 ans, il a purgé son 27e match de suspension. Et on va dire qu'en plus, sur les 27, c'est peut-être même des sanctions des fois qui étaient un peu sympathiques. Alors oui. On aurait peut-être... Moi, les 2 sur la charge contre Vukovic la saison dernière, je comprends toujours pas comment il s'en est sorti comme ça. Alors après, du coup, il prend les 8 contre Bloom. 7 ou 8 7 contre Bloom. Mais au bout d'un moment... Et 11 000 balles hein, aussi. Ouais. Alors là, c'est clair je voulais dire c'est un 13e salaire. Non, pas pour un joueur de hockey de ce niveau-là. Mais c'est une 53e semaine. Mais... Ouais, non, mais moi, Herzog, moi, j'ai un peu de la peine à force. Parce que quand tu as eu 5 suspensions pour charge à la tête et que tu fais encore ça derrière. Alors oui, Dufner, peut-être qu'il est un petit peu sur les pattes arrière. Oui, Dufner, il fait pas 2,15 m. Donc, si Dufner faisait 2,15 m, c'était dans le bas du dos. Oui, évidemment. Mais j'ai l'impression, et c'est moi c'est le problème que j'ai. Je suis pas du tout là pour donner mon avis et me défendre contre Chris Rivera, pas du tout, parce que il a eu raison de donner son avis et je le respecte complètement pour ce qu'il est comme ancien joueur, etc. Mais moi, c'est juste cet aspect, ça va vite. Oui, ça va vite, mais ça va vite pour Mauro Dufner aussi, puis j'ai pas l'impression que Mauro Dufner a 25 matchs de suspension dans sa carrière. Ça va vite pour tous les joueurs de la Ligue, systématiquement. Alors, est-ce que ça va plus vite pour Herzog ? Est-ce qu'il a... Non, c'est la même vitesse. Par contre, là, il se trouve que son geste, il fait quoi avec sa canne à cette hauteur-là, à ce moment-là ? Ouais. Moi, c'est ça que je comprends pas. Et c'est aussi pour ça que... Bon, moi, depuis, j'ai aussi parlé avec des joueurs en activité. Pas plus tard qu'au match à Genève, il y en a un qui m'a pris à partie en me disant « Dis non, tu t'es fait un pote avec Rivera en rigolant. » Mais après, on a parlé du coup de ça. Puis je dis « Mais c'est moi qui dis de la merde. » Il fait « Non, moi, je suis complètement de ton avis aussi. Je dis pas ça pour dire j'ai raison, il a tort. C'est vraiment pas le truc. C'est pour dire c'est possible que une partie de la vérité, qu'une partie de ce qu'il dit soit complètement juste et moi j'ai tort. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas blanc ou noir. Tous les joueurs sont pas en train de se dire
non, mais ça va beaucoup trop vite. Le pauvre Fabrice Herzog, il a rien vu venir. Non, il y en a qui me disent non, mais attends, c'est un danger public, le gars, faut arrêter, quoi. Et ben voilà, moi là, j'attends vraiment, vraiment que la Ligue tape très, très fort. Le problème, c'est qu'il risque d'avoir une sanction qui sera, à mon avis, en 2 et 3 matchs. Ouais. Pour l'action en elle-même. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est pas parce que c'est Fabrice Herzog qu'on peut dire alors c'est 27 matchs. Non, on va pas pouvoir faire ça. Déjà parce que ça double son total actuel, donc ça ne marche pas. Mais il y a une gradation. C'est catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et donc ils vont mettre la sanction, ils vont dire bon voilà, cette faute vaut 1, 2 ou 3. Et si ça va être 2, à mon avis, je serais surpris que ce soit 3, parce qu'il n'y a pas une volonté de blesser. C'est ce qui pourrait justement induire la catégorie 3 par rapport à la catégorie 2. Là, je parle sous le contrôle d'Olivier Drault, qui ne manquera pas de m'écrire sur Twitter ou par WhatsApp si j'ai dit une connerie. Mais catégorie 2, donc il aura entre 2 et 4 matchs, en gros, quelque chose comme ça. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont tenir compte ? Non. Ils vont devoir tenir compte de son passé, parce que dans les 2 dernières années, il a 2 cas déjà devant le juge unique, et donc là, il devrait y avoir un coup de la récidive. La dernière sanction, il avait eu plus 4, sauf erreur, pour la récidive. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu remets plus 4 ici, ou est-ce que tu dis, bon... C'est du Uno. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, tu mets une deuxième carte plus 4, quoi. Je sais pas, tu lui mets 8 pour la récidive, pour la multi-récidive. Est-ce que tu lui mets plus ? Est-ce qu'au bout d'un moment... Enfin, moi, j'arrive pas à me rendre compte. Parce que là, honnêtement, moi, cette faute, elle me choque quand même un petit peu. C'est des questions de messages que tu fais passer. Absolument. Moi, c'est toujours la même chose. À un moment, tu veux montrer... Ou alors, tu veux pas. Soit tu veux qu'on continue à avoir ce genre d'action sur des patinoires, ou tu pars du principe qu'on n'aime pas ce genre de geste, comme ça avait été dit par certains commentateurs. Ah, on n'aime pas voir ça. Ok, alors, si on n'aime vraiment pas voir ça, on fait en sorte que... Et de lui mettre 2, 4 matchs. Enfin, de nouveau, c'est une espèce de... C'est une sanctionnette. C'est un petit truc comme ça. Mais alors, si tu mets de la récidive, tu dis, ah non, mais prends déjà plus 4, c'est déjà... Il l'avait déjà... Non. Alors, continuez, vous dites, alors, soit on met plus 5, soit on met effectivement plus 8, etc. Mais plus que plus 4. Pour cette récidive, on dit, maintenant, on veut que tu arrêtes et que tu comprennes le truc. Parce que moi, en plus, quand je vois Reto Clé, il défend son joueur, il défend son club, c'est... d'une certaine manière, un côté politique que je peux comprendre d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, tu dois te dire aussi, si tu sens que le joueur, il a merdé, tu dis, ouais, non, mais là, ça va pas. Et on va lui retirer du salaire nous-mêmes, on va lui offrir une thérapie, on va lui faire un truc qui va... Mais en fait, moi, ce qui m'embête dans cette scène, c'est que en fait, si tu as envie de la voir différemment, en disant ouais, mais Dufner ceci, mais cela, il est en train d'essayer de bagarrer pour sa position devant le but, donc il a la canne. En fait, tu peux toujours essayer de trouver une excuse. Ben, tu sais, c'est comme les viols. Ouais, mais elle l'a un peu attisé. Ouais, non, mais je pensais pas qu'on en arrive à cette comparaison-là, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, oui, tu peux toujours trouver des circonstances atténuantes. Mais moi, je vais la trouver, la circonstance atténuante, si c'est, je dis un nom complètement au hasard qui me passe dans la tête, si c'est Christophe Berchi qui fait ça. Puis tu dis, ouais, alors là, il a merdé. Surtout qu'en plus, lui, on sait que. Enfin, je crois. Quand Genadzi aussi avait fait une erreur, puis il a dit, ouais, j'ai déconné. Ouais, mais en plus, Berti, moi, j'ai l'impression qu'il a rien fait. Je dis juste un joueur, un attaquant, qui pourrait une fois faire un truc, mais qui c'est pas du tout dans son ADN. Je dis pas que c'est dans l'ADN de Fabrice Herzog, mais à peu près à force, on peut se poser la question. Bah là, tu peux commencer à dire oui, mais ceci. Ouais, mais bon, là, si tu regardes Dufner, il donne un coup de patin, il a peut-être été pris par surprise. Puis d'ailleurs, regarde, il a jamais rien fait toute sa carrière. Donc, on va pas le clouer au pilori pour ça. Et ça, je l'entends. Par contre, quand c'est un gars qui a déjà. Enfin, je l'ai écrit, je crois, lundi. En fait, je pense qu'il y a un juge qui devrait juste être dévolu à Fabrice Herzog. Quoi. C'est le juge unique de Fabrice Herzog. tu prends un salaire et puis tu gères machin. Quoi. Et tu mets une caméra isolée sur lui puis tu regardes tout ce qu'il fait. Parce que je suis sûr qu'il y a ce qu'on voit pas aussi. C'était quoi ? C'était Marc Vizère avec Franson Martinson. Il avait envoyé Martinson à l'hôpital. Ouais, Marc Vizère derrière le but. Et là, il avait pris aussi 8 matchs, si je me rappelle bien. Ouais, non, il avait pas pris justement un peu moins et on se trouvait que c'était pas assez. Puis on a souvent répété cette... Alors peut-être, mais là j'ai pas le courage d'aller chercher. Mais oui, il y avait Marc Vizère, et Marc Vizère aussi c'est un joueur qui a un palmarès, mais pas autant que celui d'Herzog. Et moi j'en reviens et j'étais choqué quand j'ai vu, j'étais étonné en voyant ça. Il a 26 ans et je me dis mais en fait ça, il en a déjà fait 2-3 à 26 ans. Peut-être qu'au bout d'un moment ça va cliquer dans sa tête et puis finalement comme un Tristan Chervet qui avait eu pas mal de
qui a fait pas mal de fracas, on va dire, à un moment dans sa carrière et qui s'est complètement calmé au bout d'un moment, est-ce qu'il faut en passer par 35, 40 000 francs d'amende où là, tu commences vraiment à réfléchir ou est-ce que c'est juste pas possible et que il pète un plomb, quoi? Parce que moi, la canne à cette hauteur-là, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pas un geste de hockey à ce moment-là. Et il faut donc taper très très fort pour essayer de changer ses habitudes. Et au moment où on enregistre cet épisode, il n'y a pas encore eu la sanction. J'ai essayé de me renseigner pour voir si ça tombait avant notre publication, auquel cas j'aurais essayé de l'avoir sous le manteau, mais j'ai pas réussi. Ça va peut-être même pas être sorti quand vous écouterez cet épisode, mais j'attends de pied ferme la sanction, je dois dire. Alors, on va commencer par parler des clubs romans. On a décidé qu'on allait un peu mixer tout ça, donc parler plutôt des matchs, en l'occurrence, et parler des clubs à l'intérieur de ces matchs, puisque mardi soir, Greg, tu étais au Vernet. Le Colfax s'est dispatché mardi soir. Et que Genève a battu Bienne 3-1, et Genève, avant ça, a été allé gagner à Lugano 4-1. On a l'impression que au moment où Genève continuait à creuser de plus en plus une sorte de tombe, et qu'on se posait la question de savoir si est-ce que forcément, immanquablement, Patrick Aymon est-il toujours l'homme de la situation. On a l'impression qu'il y a plus qu'un semblant de vie du côté de Genève, aussi parce que les étrangers continuent à faire leur job, et notamment Temernes, qui, je ne sais pas si on a encore des termes ou des superlatifs pour parler de ses performances, parce qu'il est d'une constance affolante en termes de points, de buts et d'impact qu'il a sur le jeu. Mais à côté de ça, on a vu, contre Lugano, il y avait eu Lecoultre, il y avait eu... il y a Vermin et Joris qui sont... Vermin s'est réveillé. Exactement. Et Joris s'est pas réveillé dans le sens où il était bon depuis un moment. Mais ça a cliqué de nouveau. Exactement. Et Moy aussi. Et on parlait de secondary scoring, donc de buts marqués par les blocs, on va dire 3 et 4. Mais à Genève, on avait un peu envie de dire que le secondary scoring, il remontait presque jusqu'à la ligne numéro 2, en fait. Exactement. Et enfin, ils se sont réveillés. Enfin, Vermin a peut-être mis de côté, je sais pas si c'était le transfert à Berne, l'annonce de son transfert, le truc. Non, moi, le fait qu'il jouait au centre. Ouais, c'est ça. Moi, alors vraiment, sans aller aussi loin, le fait qu'il jouait au centre, pour moi, c'était la clé, on va dire, du fait qu'il était pas bon. C'est pas sa position. Et quand il était remis à l'aile, il était de nouveau un petit peu moyen. Mais alors moi, je vais alors en tout cas pas faire le raccourci du transfert à Berne. Parce qu'au contraire, il a vraiment plutôt annoncé ça le plus vite possible pour passer clairement à autre chose et pas qu'il y ait à la fin de chaque match les journalistes qui font alors t'as signé quelque part, tu vas pas prolonger. Et du coup non, au contraire, il s'est libéré la tête le plus vite possible. À Lugano, c'est Filppula qui montre la voie, donc ligne 1, mais derrière c'est Vermin, c'est Ria et c'est Joris. Donc c'est là, justement, c'est ta ligne 3 et ta ligne 2 qui font la différence. Et contre Bienne, c'est le power play, ça voilà. Après c'est Moy et après c'est Vermin. Donc c'est de nouveau ta ligne 2. Donc sans une ligne 1 dominante, Genève a gagné. Pour moi, c'est ça l'enseignement majeur, je trouve, de ce match contre Bienne, et aussi dans un tout petit peu moins de mesure de cette victoire à Lugano. Et d'ailleurs, sans Winnick aussi. Sans Winnick qui est blessé, mais avec Pouliot. Donc, mais Winnick... Mais avec 4 étrangers quand même. Ouais. J'ai bien aimé ce qu'on a vu de Genève contre Bienne. Défensivement, c'était très solide. Gauthier Desclous méritait son blanchissage. D'ailleurs, je pense pas que je vais l'utiliser plus que ça, mais je lui ai posé la question à la fin du match. Il était forcément très mécontent déjà parce qu'il y a une petite obstruction sur lui avant. Il estimait, je pense à raison, que le but devait être annulé et engagement extérieur de la zone parce qu'il y a obstruction sur le gardien à cet endroit-là. Et surtout, but à 6 secondes de la fin, quand il y a 3-0, Bienne a poussé. Je lui ai dit, mais je sais pas si tu as vu, il y a une semaine ou deux, il y a une semaine, Merzlikins avait demandé à ses joueurs d'arrêter d'attaquer pour sauver le blanchissage du gardien adverse de New York, sauf erreur, des Rangers. Il m'a dit, ouais, j'ai vu. Puis t'en penses quoi? T'aurais aimé que Von Pottelberg nous fasse ça? Il fait, non, pas du tout. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, ouais, j'en ai pris un à 6 secondes de la fin. Il m'a dit, non, alors absolument pas. Moi, au contraire, j'aime bien qu'on se batte jusqu'à la fin. Et puis,
C'est à lui de sortir l'arrêt. C'est à lui de faire l'arrêt, exactement. Il dit alors, grand respect à Merzlikins d'avoir pensé à ça à ce moment-là, mais il dit non, moi je préfère. Il l'a pas dit comme ça, mais dans ses mots, c'était quand même, en gros, il préfère prendre ce but-là plutôt que l'équipe adverse, durant la dernière minute, se fasse des passes dans sa zone parce qu'il va faire son blanchissage. Et je trouvais intéressant sa réponse. En même temps, est-ce qu'à ce micro, on est surpris que Gauthier Desclous soit intéressant? Je ne suis pas persuadé qu'on le soit. Mais tout ça pour dire, il aurait mérité son blanchissage. Mais malgré tout, c'était important de le voir faire un très bon match contre Bienne. Il a été ultra solide. Il a été pas énormément sollicité dans le sens où je trouve que défensivement, il y a eu peu d'erreurs. C'était un match consciencieux défensivement, mais les 2-3 arrêts qu'il a dû faire, et c'est ce qu'on lui reprochait un peu depuis le début de la saison, c'est qu'il n'était pas forcément mauvais, mais c'est pas lui qui faisait le truc décisif au moment où tu en as le plus besoin. Et là, l'exemple pour moi que je prends, c'est Kunti qui arrive seul face à lui à la 29e, il y a 2-0 à ce moment-là. Genève avait marqué très rapidement 2 buts. 2-0 à la 29e, Kunti arrive seul. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un arrêt très propre de la mitaine, il relâche pas le puck devant Kunti. 2 minutes après, il y a 3-0, le match est fini. Et là, typiquement, c'est là où ton gardien il va te faire l'arrêt qui va te faire gagner le match. Alors oui, au bout du compte, il y a 3-0 à la 59e. Tu as presque envie de te dire, bon, mais c'est pas le gardien qui a fait la différence. Mais justement, oui, il a fait la différence à ces moments-là. Et en toute fin de match, il a eu deux fois la latte aussi. Mais là, c'était presque devenu anecdotique, dans le sens que ça aurait été comme le but de Radgeb à la 60e. Ça aurait été... rageant pour lui de perdre ce blanchissage-là sur ses shoots anodins de la 59e, puis ça a été encore pire. C'était à vraiment 6 ou 8 secondes de la sirène finale. Mais si Gauthier Desclous joue à ce niveau-là et si Genève est consciencieux défensivement comme il l'a été contre Bienne, je pense que la pente est bonne. Ouais, c'est clair qu'il manquait pas grand-chose. Finalement, je reviens aussi au match qu'on a vu au Vernet contre Lausanne. Et j'étais pas, alors pour le coup, j'étais pas du tout d'accord avec John Foust à la fin de la partie quand on est allé vers lui et qui dit je pense qu'on a mérité la victoire. Je me disais que les 40 dernières minutes de Genève, elles n'étaient pas deg. Vraiment, on sentait que c'était une équipe à qui manquait un petit quelque chose, mais pas de la volonté. Et même quand on discutait avec Patrick Aymon aussi à la fin, on était les deux d'ailleurs face à Pat, on sentait un entraîneur qui était qui remettait pas en cause l'effort de ses joueurs, et je trouve qu'il avait raison. On n'écoutait pas ça en béni oui en disant de toute façon l'entraîneur de Genève, ce qu'il dit c'est forcément juste, mais j'étais d'accord avec lui au vu du match, et que Lausanne avait été finalement relativement bien payé et que Genève avait en fait... C'est ce côté chance, malchance, je ne sais pas si on peut l'utiliser comme ça, mais que le puck va tourner du bon côté ou du mauvais côté. Un moment, pendant les 10 victoires de Fribourg faisait des tas de choses justes, et en plus avait un petit peu de cette chance qui accompagne les gens qui sont en confiance, et que la chance abandonne ceux qui ne sont pas en confiance. Et que Genève, presque, est-ce que cette défaite contre Lausanne a été fondatrice de quelque chose ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, on a 2 performances assez solides. On pourrait dire que contre Lugano en ce moment, parce qu'on parle des fois des clubs qui vont pas bien, Lugano, c'est pas Jojo en ce moment. Alors que leur début de saison était incroyable. Si tu te rappelles, alors juste toute petite parenthèse, mais si tu te rappelles du retour de Max Orley au Vernet, Lugano ce soir-là, moi j'ai rarement vu une équipe aussi dominante offensivement que le Lugano de ce soir-là. C'était vraiment impressionnant. Et depuis, je crois que je les ai pas revus, en fait. Sauf erreur, c'est le dernier match que je vois de Lugano cette saison. Et c'est la dernière image que j'ai d'eux. Puis depuis, il me semble que je les vois paumés. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors après, peut-être qu'on en parlera une autre semaine de Lugano. Mais par contre, Patrick Aymon me disait à la fin du match qu'il est beaucoup parti sur la confiance, justement, en disant, on trouvait tout le temps un moyen de perdre, comme il nous l'avait dit la semaine passée. Puis là, il a dit, là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse. Là, on cherche des moyens de gagner. Et il dit, les cannes sont beaucoup plus légères parce que maintenant, on sait qu'on a un peu, pas eu un déclic, mais on sait qu'on est capable de. Avant, il y avait un peu cette barrière psychologique, genre, comment on va s'inventer une défaite aujourd'hui. Et là, ça a peut-être un peu, je parlais de brèche en début d'épisode dans un tout autre contexte, mais peut-être que là aussi, il y a une digue qui a sauté, et puis c'est un petit peu plus facile maintenant pour Genève. Et surtout, mais je crois qu'on l'a quand même dit 2-3 fois à ce micro, il n'a jamais été remis en question, Patrick Aymon.
moi, de toutes les sources que je peux avoir dedans le vestiaire, dehors du vestiaire. Non, dans le vestiaire, j'ai pas de source. Non, c'est pas vrai. Non. Si les gens nous écoutent du côté de Genève, ce n'est pas vrai. Non, je rigole. Non, mais tous les bruits que j'entends en provenance d'Evernay, il n'a pas été remis en question. Et il y a eu une sérénité. On parlait souvent, et j'ai l'impression que c'était un peu l'apanage de Bienne, oui. La sérénité dans la crise, à la biennoise, ça tremble pas, tout va bien, on fait confiance au truc en place. Et là, moi, je l'ai senti comme ça, en fait. Et peut-être que ce qui m'est arrivé aux oreilles est erroné, j'en sais rien. Mais moi, j'ai l'impression qu'on l'a pas remis en question, qu'on l'a laissé travailler tranquillement, et surtout qu'ils croyaient dans leur structure en place, en se disant, mais avec cette équipe-là, c'est pas possible qu'une fois en santé, on ne gagne pas plus de matchs qu'on en perde. Alors, est-ce qu'il y aura eu trop de retard au début, auquel cas, ma foi, ce sera un peu bad luck en début de saison et puis on jouera les pré-playoffs. Ou alors, on va vraiment s'en sortir parce que là, maintenant, Genève peut tout à fait lancer sa saison. Mais en tout cas, moi, je crois pas que la décision de se séparer de Patrick Aymon avait été prise avec un objectif chiffré ou avec un oulala, si d'ici l'équipe nationale ça va pas mieux, on s'en sépare. Et peut-être que je dis ça puis que durant la pause il dégage, mais honnêtement j'y crois pas. Et moi j'ai l'impression qu'on lui a fait confiance et on continue de lui faire confiance, et j'ai l'impression que là ils sont en train d'être payés, parce qu'au bout d'un moment, si admettons, tu décides de le remplacer. Moi, je peux l'entendre à part ça. Hein. Si Marc Gauchi dit, non, mais là, ma foi, il a fait 2 ans et demi ou 2 ans et quelques mois. La 3e année pour le coach, ça peut arriver que le discours commence à lasser. Je pense, comme Delcourteau, comme au bout de 25 ans, mais au bout de 3, ça peut arriver. Et ça, c'est vraiment des cycles qui peuvent complètement arriver. Et j'aurais pu l'entendre. Hein. Mais au bout d'un moment, alors, qui tu mets à la place ? Parce que si c'est pour prendre Patrick Aymon B, alors autant garder le A. Et j'ai pas de nom dans le sens, mais alors dans ce cas, est-ce que tu vas chercher un entraîneur nordique alors pour avoir une coupure radicale avec ce qui est en place actuellement, en disant on change de philosophie. On a en plus Vatanen, on a Phil Poula, on a Tom Ernest, des gens du Nord. Est-ce qu'on change diamétralement notre culture, on va dire? Mais là, non, je pense que Genève est un petit peu lancé, et puis je pense que Patrick Aymon pourra un petit peu travailler encore plus sereinement, en tout cas venant des journalistes, des supporters, des suiveurs, etc. Parce que c'est vrai que je pense que pour lui, ça a dû être 2 semaines assez compliquées, parce qu'il a pas été habitué à ça depuis qu'il est en poste à Genève. Si on continue sur ce match, mais qu'on prend l'aspect biennois, c'est bizarre, parce que c'est clair que le fait de venir toutes les semaines, on essaye de voir un peu plus large que de simplement regarder les résultats bruts comme ça, mais force est de constater quand même que les 2 derniers matchs biennois, en ce moment, c'est pas tout rose, quoi, parce que le 4-1, le 3-1 pardon, à Genève, ok. Ce goal de Radgeb qui tombe, comme tu disais, dans les 10 dernières secondes de la partie, qu'il est plus cosmétique qu'autre chose. Le match d'avant, c'était 8-0 Davos. Alors, vaut mieux perdre 8 fois 1-0 qu'une fois 8-0, on est bien d'accord. Mieux vaut perdre une fois 8-0 plutôt que 8 fois 1-0. On peut tromper une fois 1000 personnes. Enfin, ouais. Là, c'est nouveau une référence de vieux, il faut qu'on arrête. Le fait est que tu donnes pas quand même des signaux extraordinaires ces derniers temps, quoi. Voilà, c'est... Oui, je suis d'accord avec toi. Après, mais c'est difficile de dire que ça va pas du côté de Bienne, quoi. Oui, puis d'ailleurs, moi j'ai pu aller qu'au vestiaire genevois après le match parce que ça s'y prêtait, j'avais des rendez-vous pris. Mais Patrick Aymon disait, j'ai par contre pas envie qu'on utilise l'excuse de Bienne avait des blessés sur ce match, parce que nous on en a aussi depuis 2 mois. Ouais. Mais il disait pas ça pour minimiser quoi que ce soit. Il disait juste c'est le lot de toutes les équipes, et oui, effectivement, Bienne est un peu dans le dur en ce moment. Mais c'est vrai même s'il y a Offer qui était de retour. Offer était de retour, mais Ishii est pas là. Ishii, c'est quand même un joueur qui est assez intéressant et assez important pour Bienne, parce que cette rencontre à Genève, ils se sont présentés sans Korpikoski, sans Salinan, sans Yakovenko. Ça fait 3 étrangers. Comme Bienne a droit à 5 étrangers avec, je voulais dire grâce à Yanis Moser, mais ça peut être grâce et ou à cause de Yanis Moser. Les 3 auraient pu jouer. Si tu nous rajoutes un Korpikoski en centre de 3e ligne, par exemple, ou un Salinan, les 2 peuvent le faire. Salinan sur cette aile. Si tu rajoutes Ishii
à la place de Tino Kessler, en fait, si tu prends le puzzle, comme on disait finalement avec Genève, quand ils avaient plus d'absents qu'actuellement encore, c'est une autre équipe. Et Yakovenko aussi, même si, alors, toute petite parenthèse, mais j'aime bien la progression de Noah Delémont. Oui. Qui a fait un très joli match à Genève. Et avant la saison, c'est drôle, j'avais parlé à Antti Turmenan en disant mais Delémont, il en est où? Parce que c'est un jeune talentueux, mais là, il est un peu à la chaux de fond. Il m'a dit, ouais, il n'est pas encore tout à fait prêt. Moi, j'aime bien sa courbe de progression. Elle est clairement exponentielle, mais il manque encore un petit quelque chose. Et je lui ai reposé la question récemment, puis il m'a dit, il est de plus en plus proche là, d'y être. Et il a fait un très joli match. Et finalement, on en avait parlé la semaine passée d'ailleurs. Oui, on va en parler toutes les semaines. On va faire la capsule Noah Delémont. En plus, c'est un jeune qui est hyper sympa. Et c'est chouette. Alors, encore une fois, on aime bien les jeunes à ce micro. Et l'émergence de nouveaux talents pour pas avoir à parler de Beat Forster pour encore 23 ans. Donc, c'est cool. Mais donc voilà, Bien est un peu diminué en ce moment. Bien aura vraiment besoin de cette pause de l'équipe nationale parce que ça va vraiment les aider. Après, est-ce qu'ils sont présentés sur la glace de Genève avec un bus de junior? Non, quand même pas. C'est une vraie équipe. Je veux dire, t'as quand même tes As qu'on a assez peu vus, mais Rayala est là. As, Brunner, Kunti, Kunsley. Les premières lignes étaient quand même là. Donc finalement, c'est plutôt pour donner du crédit à Genève que je dis ça. C'est que c'était une vraie équipe de Bienne quand même. Par contre, c'est peut-être la différence entre une équipe de Bienne qui va faire une victoire, une défaite sur les prochains temps. Si tu remets tout le monde en santé, je pense que là, ils reviennent à plus d'une victoire sur 2. Mais d'ailleurs, quand on regarde un peu le classement, on voit ça avec Fribourg qui a eu sa série fantastique de victoires. On parle peu de Davos aussi, qui a eu une série positive incroyable. Et puis qui est forcément dans les premières positions maintenant. Mais j'ai l'impression, un peu, c'est pas sous le radar, mais comme des fois ils gagnent des matchs après prolongation ou après tir au but, Zug, mine de rien, est en train gentiment de se mettre quand même en place. Et sous de le remonter. Radar. Hein. Ouais. Sous le radar, c'est beaucoup dire, mais que par rapport à un Zurich auquel on vante le contingent, en fait, simplement en regardant les noms. Et on se dit quand même que là, Grunborg, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est que quand tu perds à Ajoie 4-3, t'as pas tellement le droit. C'est-à-dire, c'est bien sûr que Ajoie peut surprendre des équipes. Ils surprennent que les équipes qui commencent par Z, ou presque. Non, mais c'est assez incroyable de surprendre Zug et Zurich. Et malgré les shoots, un total, Tim Wolf, il a 59 shoots sur lui, c'est hallucinant. Ou 59 arrêts, non, je crois 59 shoots. Il a un pourcentage monstrueux. Et là, Zug arrive un petit peu à remonter. Bien, finalement, de temps en temps, va connaître une période un peu moins faste. Mais on a l'impression, et ça c'est historique presque, sous Tormenon, on se fait toujours pas de soucis. C'est-à-dire que ce 8-0, peut-être dans certains cas, avec d'autres équipes, on pourrait peut-être se dire que est-ce qu'il n'y a pas un signe avant-coureur de Puis là, en fait, on a l'impression que non, ok, c'est une période qui est moins rose, mais ils font confiance à leur système, ils font confiance à leur truc, il va resserrer 2-3 boulons, les gars vont se dire, attends, là, on a merdé, et puis ça va aller. C'est étonnant d'ailleurs, tu faisais le parallèle avec Fribourg. J'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps, on était allé à Davos faire un match Davos-Fribourg, et Fribourg s'était pris une tôle là-haut, ils avaient pris genre 7-1. Puis c'est là où Dubé avait complètement pété un plomb. Et alors c'était une autre circonstance, il devait réveiller son équipe, il était vraiment dans le dur. Mais là j'ai l'impression aussi que si Fribourg va se prendre ça là-haut, à la fin, tu auras une interview de Dubé où il va nous dire on ne s'est pas présenté. Et être assez. Et là, j'ai l'impression que. Je lis pas assez les journaux zélandais, mais pourtant si, je fais mon job. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a là aussi de vagues. Bon, on s'est pris 8-0. Quoi. Sans partir dans le fatalisme, hein, c'est pas du tout ça. C'est plutôt. Je sais même pas quelle est la bonne réaction à avoir quand tu perds 8-0. Après, tu me diras, chaque équipe est différente. Et peut-être que ce qui convient à Fribourg, à savoir peut-être un grand coup de sabot dans les fesses, ne convient pas à Bienne et vice-versa. Chaque coach a sa façon de gérer son vestiaire. Ouais. Mais c'est intéressant de voir ça.
Après, ouais, comme tu dis, est-ce que c'est un signe avant-coureur de quelque chose? Je suis pas franchement sûr. Parce qu'on se rappelle de ces 9 défaites qu'il y avait eu avec la Champions League aussi à l'époque et tout. Et finalement, ça n'avait rien changé à la philosophie de jeu. Donc, pourquoi ça devrait changer maintenant? Enfin, on aime bien éviter, on lisse souvent les choses. Hein. On attend, avant de tirer des conclusions, et encore, on va attendre peut-être une période plus importante. Donc, c'est clair qu'on là, on va pas dire que Bienne va nulle part après un 8-0. C'est plus un accident de parcours. On sait qu'à Davos, mais alors ça, par contre, ça fait un peu vieux combattant. On sait qu'à Davos, Ouais, on puis à la peut Valachia. repartir. Et puis à Lugano, quand on passe le Gotha, on peut ramener un 2-3-0 dans la première période et puis c'est fini. Et puis la fin de match va être longue. Très bien. Il se trouve que visiblement Davos a un peu changé sa façon de jouer ces derniers temps et que ça leur convient mieux. Un peu de la même manière qu'en Ajoie, Gary Sheehan a voulu un peu changer la façon de faire en zone défensive pour peut-être être moins la fleur au fusil et puis contrôler un peu mieux le puck en zone défensive. Très bien. Mais voilà, ça arrive à Bienne. Et vraiment, on se réjouit qu'il récupère un petit peu tout le monde après la pause. Si tu regardes, Damien Brunner, c'est 6 matchs, 2 points. Ouais. Sur les 6 derniers matchs, il a un but, une passe décisive. Le mec, il est meilleur joueur du mois de quoi du mois de septembre chez Blick. Ouais, mais ça lui est monté à la tête. Ah, complètement. C'est une évidence. Le mec, il mange des médaillons de cheval au poivre avec Greg, puis après, c'est fini. Quoi. Après, on le perd. Le Wochen Hit. Hein, exactement. Ouais. C'était un chouette moment au passage. Mais voilà, donc c'était aussi grâce et avec Damien Brunner que Bienne était flamboyant en début de saison. Il y a Rayala qui fait ses points, mine de rien, gentiment mais sûrement, on va dire. Mais est-ce que As apporte finalement, est-ce que As on n'attend pas un petit peu plus? Ouais, je pense qu'on peut en attendre un petit peu plus, ouais. Mais après, As, il avait besoin de temps en début de saison, temps qu'il n'a pas eu parce qu'il s'est rapidement blessé. Ouais, très juste. Et du coup, après son retour de blessure, moi je pense qu'il a à nouveau un tout petit peu besoin de temps. Ce qui me choque pas, hein, mais il a quand même 14 matchs, 10 points. Faut quand même pas minimiser son début de saison. Mais oui, je pense qu'à terme, il va leur apporter, pas un peu, mais à mon avis, beaucoup plus. C'est juste que là, lui aussi, il est un petit peu... sur les 4 derniers matchs, il a une passe décisive, quoi. C'est un peu compliqué pour tout le monde, mais si tout le monde joue à son niveau en même temps, à savoir Brunner... Je pense que c'est le juste milieu, Brunner. Là, il est peut-être un peu en dessous, puis avant, il était clairement en dessus. Mais s'il joue à la Damien Brunner, à savoir 0,6 points par match, quelque chose comme ça, As devient meilleur, ça va rendre Rayala meilleur et Ugly meilleur également. Ou offert, à la rigueur. Hein, Ouais, mais moi, je l'aime bien cette ligne Rayala, As, Ugly. Après, tu as une troisième avec offert, Salinen qui revient, Korpikoski. Ouais, ça, Ischier sur une 4 avec justement Offert ou Froidevaux, c'est vraiment ça a de la gueule. Donc, ouais, je pense que c'est juste le petit creux et la petite pause d'équipe nationale va faire du bien à tout le monde. On passe en Ajoie où finalement, ces 3 derniers matchs, alors ok, il y a 4 points, c'est pas... extraordinaire, mais c'est nettement... c'est vachement encourageant, en fait. Je mentionnais Tim Wolf avant. Tim Wolf fait un week-end assez incroyable avec cette victoire 4-3 contre Zurich, et puis même la défaite à Ambry 3-2 après prolongation. Et puis il y a ce 5-2 contre Berne. Mais ce qui est assez dingue, ce match contre Zurich, moi, j'ai mis dans mon texte de la journée de championnat que c'était un match de coupe. Alors, je ne sais pas si tu seras un peu d'accord avec, mais que finalement, dans l'alignement des planètes, je mentionnais avant les 59 tirs de Zurich. Là aussi, on aime bien, et tu es le champion des expected goals, donc des buts escomptés. On va pas le faire à chaque fois parce que normalement, c'est un peu... c'est cru. Cette stat, elle est cruelle pour un joueur parce qu'évidemment, c'est souvent l'équipe adverse qui a plus de buts escomptés qu'Ajoie, bien évidemment, puisqu'en plus, ils tirent beaucoup plus. Mais c'est bien joli, cette stat-là. Le fait est que
c'est quand même, au final, c'est Ajoie qui a gagné 4-3. Donc, ce qui m'a assez impressionné, c'est qu'ils ont battu Ludo Weber par des buts en lucarne. Mhm. Alors, il y a peut-être une part de... Là, c'est pas de la chance, mais c'est qu'ils ont une réussite totale. Pour battre des gardiens comme ça, ben, si tu tires chaque fois en lucarne, il y a de bonnes chances que tu marques Un ou deux buts. un bon pourcentage de goals si tous les tirs partent en lucarne. Et il se trouve qu'à peine une petite erreur, ou bien des fois ça touche un patin et ça vient sur la palette d'un Jurassien qui va l'expédier au fond. C'est pas forcément de la chance, parce qu'il faut quand même les mettre, ces buts, mais des fois ils ont des petites circonstances qui leur permettent de marquer des buts où ça cafouille un peu et ça ressort sur la bonne palette, on va dire. Et même le premier but de Frossard, des fois, l'idée est bonne, ça tourne bien, le powerplay marche bien, mais au final, comment le puck arrive sur la palette du Jurassien, c'est des fois un tout petit peu... ouais. Alors, je suis d'accord avec toi, évidemment. Hein. Moi, je veux quand même... Il y a quand même une statistique, et on va parler en pourcentage, là, et pas en nombre de shoots, parce que bah, forcément, le nombre de shoots, quand tu te prends... On en reste au match contre Zurich. Hein. Quand le nombre de shoots est de 50 et quelques à 20 et quelques, forcément, il y a plus de shoots qui viennent du slot quand on a plus de 50. Par contre, 55% des shoots d'Ajoa dans le match contre Zurich viennent du slot. Ouais. Et Zurich, c'est 40%. Alors oui, il y a un volume de shoot bien supérieur. Et à la fin, tu te dis, ouais, quand même, 55 shoots. Mais si tu regardes en termes de positionnement des shoots, Ajoa a su aller quand même se faire mal, a su aller jouer dans le slot de Zurich. Faut quand même y aller. C'est pas la défense la plus perméable de la ligue, même si ils n'ont pas une période faste. On va mettre les choses dans l'ordre. C'est intolérable quand tu as 5 étrangers, Yannick Weber derrière, Gehring, devant t'as Andrighetto, Malgin, Hollenstein, donc je disais 5 étrangers, dont Noro derrière, mais 4 étrangers devant. C'est absolument intolérable d'aller perdre. Et je dis pas ça parce que j'ai perdu de l'argent ce soir-là. Un petit peu quand même. Mais non, c'est intolérable de la part de Zurich. Ça n'enlève rien au mérite d'Ajoa. Au contraire, Ajoa a un mérite absolu d'avoir gagné ce match. Et comme je l'ai dit, je pense qu'Ajoa est allé là où ça fait mal. Ajoa a essayé de jouer son match normalement en faisant le dos rond et a complètement su faire le dos rond. Je pense que si on rejoue 100 fois ce match, 99 fois, je gagne de l'argent. Ouais. Une fois, j'en ai perdu. C'est vraiment pas grave. Ça fait clairement partie du jeu. Mais voilà, de temps en temps, il va falloir compter avec ce genre de performance-là. Moi, ça me fait quand même juste marrer que ce soit Zurich qui aille perdre là-bas. Quand tu vois... Honnêtement, justement, je dis Andrighetto, Malgin, Hollenstein, Baltisberger, la 4e ligne de Zurich refuserait de jouer à Ajoa, quoi. Ouais. Peut-être Pedretti, du coup, parce qu'il Voilà. il a ses habitudes. Mais cette issue-là est absolument incroyable. Et finalement, c'est aussi pour ça qu'on est content qu'Ajoa soit en haut, parce qu'il y a des moments, un peu, tu parles de match de coupe, mais peut-être que c'est la bonne définition, puis on aurait dû arrêter après ta première phrase sur Ajoa, t'avais tout dit. Mais c'est vrai, t'as des soirs comme ça où je voulais dire le ballon, parce que quand il y a des surprises en coupe, moi j'imagine tout le temps un match sur un terrain gras de 3e ligue, et puis t'as une Challenge League qui va commencer à trébucher. Mais en hockey, ça arrive un petit peu moins, mais là qu'il y a un tel écart sur le papier, qu'il y a un tel écart sur la glace, puis à la fin, c'est Ajoa qui gagne. Il y a un petit côté assez chouette, je dois dire. Puis ça remet un peu les choses aussi. Voilà. Je pense que les Alémaniques, forcément, nous on voit ça depuis l'angle roman, donc on salue la performance. Mais connaissant un peu ce qui se passe outre Sarine, je pense qu'il y a dû avoir des supporters de tous les autres clubs et à peu près de l'ensemble de la Suisse alémanique, sauf Zurich, ça fait quand même beaucoup de monde, qui a dû hurler de rire. Et puis en voyant que Zurich avait perdu à Agen, en disant c'est bien fait. Voilà, c'est grand Zurichois, grande gueule, arrogant, parce que c'est souvent l'adjectif qu'on sort. Oui. Ils sont arrogants et tout. Et là aussi, je me dis, mais Richard Grunborg, quand il arrive avec son équipe pour préparer ce match, je suis sûr qu'il ne leur dit pas, les gars, ça va être facile. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire, en fait, que n'importe quel entraîneur, quand il va jouer un match, il va dire, les gars, c'est bon, hein, vous jouez comme vous voulez, ça va être facile. Faites-vous plaisir ce soir. Hein. Celui qui met le 10e but, il paye la tournée. Quoi. Enfin, mais non, évidemment. Tu noteras que Noah Meyer contre Ajoa, c'était difficile. Hein. Et Dieu sait que Hockey Manager, c'était un défenseur
que j'observais parce qu'il valait 1,5 million. Et puis, on se disait, ah, mais avec une défense comme Zurich, il peut peut-être monter en valeur. Au-delà de cet aspect-là de Hockey Manager, aussi peut-être qu'il va jouer avec les Getseka Lions, il va être mis en avant. Il était bon avec les Getseka Lions. Et c'est ça. C'est un vrai talent. Hein. Et c'est un vrai talent. Et du coup, tu te dis, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Bah là, il a pris en pleine face la National League. Et même si en face, c'est à joie, mais voilà, on voit qu'un Fortier, on a peut-être pu sourire aussi en voyant Fortier arriver, en se disant que le pédigré n'était pas le pédigré le plus incroyable du monde. Bah, n'empêche que le type, il fout des doublés. Ouais, il a 7 matchs, 7 points, 5 buts, 2 passes décisives. Je l'ai mis dans mes 3 étoiles de la semaine d'ailleurs, parce que c'est que demander de plus, quoi. Zurich qui fait 2 points. Le lendemain à Ambry, c'est lui qui marque les 2 buts. Et effectivement, alors sourire, j'en sais rien, mais quand tu vois Ajoie engager Maxime Fortier, tu te dis, ouais, le gars, il était à peine assez bon pour jouer en AHL. Alors oui, il a fait des super saisons avec Nico Hischier, mais on peut se poser bien des questions. Oui, mais il se trouve que pour l'instant, c'est un choix payant de la part de Vincent Leschen d'avoir engagé Maxime Fortier. Et tant mieux, ça leur donne aussi un petit boost offensif d'avoir ce joueur-là, parce que la période où c'était difficile pour Ajoie, c'est quand même lorsqu'il y avait Asselin sur les plots, Hazen sur les plots, Le Duc également. Et là, au moins, ils ont, avec Van Ström en plus, avec Fortier en plus, ils ont une ou deux armes supplémentaires. Et ouais, la période, elle est assez intéressante. Et j'espère qu'ils vont pouvoir bâtir là autour, disons. Et ce sera pas tous les jours fête comme contre Zurich. Honnêtement, il y a des soirs où tu sais que ça va être compliqué, même contre Berne finalement. Même contre Berne. Romaninghi marque 2 buts, très bien. Mais il porte son total à 5. Mais à la 32e, il y a 1-1. Ouais. Finalement, ils sont pas loin pendant la moitié du match. Et il y aura des soirs où ça va tourner du bon côté. Et puis en face, ils vont se casser les dents sur Team Wolf. Puis de temps en temps, ça sera un peu soirée porte ouverte. Et il y en a eu quelques-unes depuis le début de soirée. Puis ces soirs-là, il faut juste serrer les dents. Le prochain match, d'ailleurs, ça va être assez difficile parce qu'il y a Bastien Pouilly qui a ramassé un match de suspension, une amende, pour avoir propulsé un joueur bernostais sur le coup de sifflet, enfin sur la sirène finale. Hein. Ouais. Et puis, du coup, on sait que la défense, elle est des fois un peu light. Se priver de Bastien Pouilly qui phrase que tu n'aurais jamais imaginé prononcer au début de Colfax. Exactement. Mais il se trouve que voilà, ils devront composer sans lui et d'autres devront se lever. Ça va être difficile. Ce sera difficile, ce sera contre Zug. Zug qui est quand même une équipe qui a perdu contre Ajoie à la maison en prolongation. Là aussi, il y a certaines personnes qui n'étaient pas très contentes ce soir-là au niveau des paris sportifs. Mais bon, voilà. Ajoie devrait se faire sponsoriser peut-être par un bookmaker ou quelque chose. Et voilà, donc je pense que Zug va vouloir venir fort parce qu'ils vont dire non, mais c'est bon, là, les gars ils nous ont embêtés une fois. On a passé pour des ânes, pas deux. On continue avec Fribourg, avec ce match notamment contre Lausanne, cette défaite. Et mine de rien, c'est drôle parce que quand on parlait avant de lancer le sujet, tu me dis ouais, 3 défaites pour Fribourg. Puis j'étais là, 3 défaites? Puis tu me fais le résumé, quoi. Bah oui, 1-0 contre Bienne, ouais, juste. Et puis, ouais, il y a ce 5-4 contre Zug. Puis j'étais là, ah mais ouais. Parce qu'en fait, pour moi, c'était pas une défaite. Parce qu'ils ont roulé sur Zug pendant 2 tiers. Puis après, ils s'en fait puis après, alors, le 3e tiers, voilà, ils ont joué 40 minutes. Puis il me semble que c'est Kiyamote à l'interview hier soir, enfin mardi soir, qui disait que, ouais, on peut pas jouer, on doit jouer 60 minutes. C'est un peu une litanie du hockeyeur, mais il se trouve que c'est vrai que à ce niveau-là, que ce soit contre les 12 autres équipes de National League, et effectivement j'inclus aussi Ajoie, tu peux pas te permettre de faire un moment un peu sans. Ouais, mais c'est vrai qu'après 2 tiers-temps, il y a 21 shoots à 7 en faveur de Fribourg. Tu as presque l'impression qu'à ce moment-là, Zug est bien payé d'être mené que 3-1 à Fribourg. Et c'était assez impressionnant à voir. On en a parlé dans la partie d'introduction sur le cas Herzog. Ouais. Où ça tourne quand même le match. Ça tourne pas le match, dans le sens c'est pas la décision qui fait tourner le match. Par contre, si la décision est juste, Fribourg va pas le perdre ce match. Maintenant, c'est 3 matchs 2 points, 3 matchs 1 point, vu qu'il y a eu cette défaite contre Bienne, cette défaite contre Zug, la défaite à Lausanne. Et là aussi, Fribourg peine un peu à faire des matchs complets, je trouve. Et ça, on peut le rejoindre, on peut le lier avec le match à Lausanne, parce que le début de match de Fribourg est plutôt bon. Oui. 2 shoots, 2 goals.
Alors bon, alors ça effectivement, mais je dirais Mais au-delà de ça, hein, le premier, ça c'est... je trouve que le premier quart d'heure est globalement assez bon de Oui. la part de Fribourg. Puis c'est vrai qu'après, alors, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est Fribourg qui est rentré dans le rang? Est-ce que c'est Lausanne qui était meilleur, qui s'est sorti les pouces? Ou est-ce que c'est un peu des deux? C'est quand même souvent un peu la réponse, j'ai l'impression. C'est un peu des deux. Mais oui, là Fribourg a un tout petit coup de mou. Comme on parlait finalement avant de Bienne. Mais ça, c'est vraiment, alors c'est une pure régression vers la moyenne. Tu peux pas gagner tous tes matchs. Tu vas pas gagner tous tes matchs, c'est logique. Tu vas pas avoir Mauro Jörg et Walzer qui vont mettre 2 buts par match toute la fin de saison. Ou alors, faut les mettre en première ligne. Quoi. Voilà. Puis c'est des internationaux, les gars. Walzer est pas si loin au passage, mais Jörg pas. Et donc, c'est logique. Maintenant, moi, j'aime bien le discours après ces deux défaites, après celle contre Zug et après celle contre Lausanne, en mode, ouais, mais bon, on est toujours en mode d'apprentissage là. On n'est pas un produit terminé et on continue d'apprendre continuellement. Tu me diras, c'est peut-être ça peut faire partie des phrases bateau, mais moi je l'entends assez finalement parce que Fribourg c'est une équipe qui doit apprendre à jouer, on va dire. La notion de jouer 60 minutes, moi je l'entends aussi par rapport à Fribourg a jamais été vraiment une équipe de play-off et tu dis, ben voilà, il y a eu une infusion d'expérience avec un Raphaël Diaz. Raphaël Diaz, il amène énormément, mais c'est pas lui en 2 jours qui va transformer l'équipe. Ça me fait penser à une phrase mythique de Laurent Ciara, le coach des Dauphins, t'en fais pas des requins. Ouais. C'est une interview, si vous tapez Laurent Ciara, Dauphin, requin dans YouTube, c'est 7 ou 8 minutes qui sont absolument incroyables. Ben voilà, en des gentils garçons, t'en fais pas des tueurs. Et je vois ça, ça ne se transforme pas une équipe si facilement. Et l'arrivée de Diaz, elle fait vraiment un bien fou dans le vestiaire. Il y a eu Di Domenico et de retour, et là, et amène aussi, Brodin amène aussi, Dernay là. Enfin, je sens que par rapport à la saison dernière, il y a quand même une dimension supplémentaire dans cette équipe, mais toujours est-il que ça fait que 20 matchs dans cette saison. Il y a eu cette phase qui était extraordinaire, on va dire, même si toutes les victoires prises une à une, c'est assez logique, mais c'est... En fait, si on te dit à un coin flip, tu as 55% de chance de gagner et 45% de chance de perdre, que tu fasses 10 fois la victoire consécutive, la probabilité, elle est quand même pas énorme. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc maintenant, peut-être de temps en temps, ils vont être un petit peu meilleurs dans le match, mais ils vont quand même le perdre, le match. Et c'est exactement ce qui est arrivé contre Zug, finalement. C'était ce côté un peu... mais on n'a pas tellement d'autres termes que de la chance. Mais la chance, elle a un côté péjoratif. On a l'impression que vraiment... Non, ils ont été les chercher. Ils ont cherché ces victoires. Et puis là, ça tourne un peu moins. Tu prends l'exemple de la pièce, elle tourne du bon côté ou du mauvais côté sur c'est le puck, le tir de Baumgartner qui tape le dos d'un défenseur et qui rentre alors qu'il tire depuis derrière la ligne rouge et que ça rentre quand même et ce qui permet de chasser Reto Berra. C'est pas Berra qui fait un mauvais match dans l'absolu, il fait un peu une erreur. D'ailleurs, ça a été je sais pas si c'est la première pénalité qu'un gardien ramasse en allant hors de son trapèze. Non, première journée de championnat, il y a Gauthier Desclous qui en prend une, puis il y a Van Pottelberg qui a complètement fondu un câble et qui est parti dans le coin puis qui a touché le puck, mais alors comme si de rien n'était. Là, après une vingtaine de matchs, tu disais Berra a eu sa première erreur à ce niveau-là, mais là aussi, je pense que ça va tellement vite que de se rappeler quel est le truc, il doit se dire merde, je suis con, bien sûr, je sais que je dois pas. Puis il cause une partie du renouveau lausannois dans ce match-là. En plus, en 15 secondes, Lausanne passe de 2-2 à 4-2. Mais tu peux tellement pas incriminer Reto Berra qui te sauve tellement de matchs avant que, une fois, c'est comme ça. Et c'est vraiment toujours la même chose. Cette phrase de Guy Boucher que je garderai toujours parce que c'est un coach NHL à l'époque qui dit des matchs pourris sur 82, t'en auras de toute façon. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux coacher comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Même si les gars sont prêts que tu vas les paumer. Et j'ai l'impression que Christian Dubé, quand j'aime bien à l'interview parce que il te raconte souvent les leviers qu'il va activer où tu vois ce qu'il essaye de faire. Il va utiliser la presse, il va mettre un peu de pression sur certains joueurs, il va mettre de la pression sur ses leaders d'une certaine manière. Il te dira, je les ai mis devant le fait accompli dans le vestiaire. À un moment, il va utiliser la presse pour taper du poing sur la table. Tu mentionnais l'exemple de Davos.
il essaye de faire des choses, mais comme il le dit aussi à un moment, et c'est un peu comme l'exemple que tu dis du coach de basket, hein, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux sortir tous les termes que tu veux. Tu peux être même le meilleur coach du monde. Ça marchera pas. C'est parce que c'est comme ça. Parce que ça marchera pas. Tu peux faire ce que tu veux. Et ben voilà, des fois, c'est une période où maintenant, il y a des matchs. Tu dois trouver un moyen de revenir à un truc simple, une base. Et puis de dire, voilà, les gars, là, j'ai compris, vous n'avez pas fait l'effort pendant 60 minutes. Si vous le faites, vous gagnez. Et puis, ça va revenir. Enfin, de nouveau, on a parlé de... Il n'y a pas le feu à la maison biennoise, il n'y a clairement pas le feu à la maison fribourgeoise. Mais ce côté de lycée, là où tu vois Zouk revenir, peut-être que Zouk peut enchaîner un certain nombre de victoires, peut mettre 10, peut-être même plus, ou peut-être perdre une, puis renouveau faire une série de 5, parce que c'est Zouk, puis qu'on se dit, bah ouais, c'est Bob et journalistes, quand ils font leur prono ou leur truc d'avant-saison, s'ils mettent Zouk en haut, forcément qu'on va se tromper avec peut-être Lugano, avec peut-être Genève et tout. Puis à un moment, on va quand même avoir raison. Mais on n'a rien, c'est rien d'extraordinaire. C'est que juste, c'est normal que Zouk, champion, puisse aller un peu plus haut et connaisse une série plus facilement, une série positive que des clubs comme ça. Je voulais parler de Mauro Dufner qui n'a pas joué à Lausanne, qui ne va pas jouer normalement ce week-end. Il ne s'est pas entraîné mercredi. Tu vois, je voulais le garder pour ma newsletter, cette info. C'est con, ça. Hein. Bon, bref, c'est pas très grave. Et c'est pas un moyen de parler de ma newsletter. je t'arrête tout de suite. Non, il devrait normalement pas jouer ce week-end parce qu'il s'est pas entraîné mercredi. Il peut y avoir un changement entre jeudi et vendredi, mais toujours des mots de tête après la charge de Herzog. Il était remplacé par Yecker dans pas étonnant, les mots de tête quand tu... Non, effectivement. Et il était remplacé par Yecker dans l'alignement avec Diaz. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la paire défensive Mauro Dufner, Raphaël Diaz, c'est la paire défensive qui a le meilleur Corsi de la ligue. Et donc c'est elle qui crée le plus de choses. Lorsque cette ligne est sur la glace, il n'y a aucune autre ligne défensive qui a le plus de shoots sur la cage opposée. Et c'est évidemment lié au fait que Diaz est sur la glace, mais c'est aussi lié au fait que Dufner fait un superbe début de saison. Et il est complètement sous le radar quand Fribourg a gagné 10 matchs de suite. Je pense qu'on n'a pas eu une seule fois le nom de Mauro Dufner dans un article, ni chez moi d'ailleurs. Hein, j'incrimine personne ou je m'incrimine tout autant. Ouais, mais des fois, ça... Non, mais bien sûr, aucun... c'est complètement logique. Hein. Voilà. Mais pour dire, il passe complètement sous le radar, mais il fait un vrai bon début de saison. Et cette perte-là, elle n'est pas complètement anodine pour plusieurs raisons. Déjà parce que Fribourg est assez light en termes de contingent. Là, avec Camerzin qui était déjà pas là, plus Dufner, ils sont partis avec 6 défenseurs à Lausanne. Et parce que ça marchait, la paire avec Raphaël Diaz fonctionnait vraiment bien. Moi, tu parlais des leviers. Moi, il y a quand même encore un levier c'est pas un levier du coup, mais il y a encore un truc qui m'étonne dans cette situation à Fribourg, c'est Yannick Eren qui du coup met le maillot maintenant. Question d'un auditeur. Ah bah alors vas-y d'abord avec la question. Puisque c'est en rapport avec Aaron, c'est pour ça. Cédric Galechet, quel est le problème de fond avec Aaron ? Quasiment tout le monde est unanime pour dire qu'il a des qualités intrinsèques supérieures à la moyenne, mais à chaque fois qu'il est dans un club, il finit au bout du banc ou dans les tribunes. Je n'ai pas souvenir qu'à Lausanne, il finisse au bout du banc, dans les tribunes, et puis à Cloton non plus, mais... Ouais, mais il finit par plus avoir le rôle qu'il a en début de saison. Ça, c'est systématique. Tu peux, en fait, on se fait chaque fois avoir, mais à Hockey Manager, il faudrait le prendre avant la saison. T'attends qu'il fasse ses 8 points en 8 matchs, puis après, tu le vires. Quoi, Mais là, il ne les a même pas fait, ces 8 points. Non, alors cette année, ça aurait été une connerie. Mais ouais, alors moi, alors pour répondre à la question juste après, on y reviendra juste après, mais moi je comprends pas l'idée de le faire venir à Lausanne puis de lui donner 0 secondes, puis après à mon collègue qui lui pose la question, alors je sais pas si c'est lui qui l'a posé mais dans l'interview que mon collègue a retranscrite sur le site de Blick. Ah, de Mathias, d'accord. Mathias, mon collègue qui a mis sur le site de Blick, en gros pourquoi il a pas joué, puis il dit il mérite pas. Bon, alors dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui mérite ? Et peut-être que la réponse est non, parce que les élites ceci, parce que et en fait tu le prends comme assurance si tu as un joueur qui tombe au combat et puis donc tu as Aaron qui est là au cas où. Mais sans avoir joué de minutes, du coup, est-ce que vraiment tu le mets dans une bonne condition s'il y en a un qui tombe ? Soit il tombe après 2 minutes, puis à ce moment-là, il a un vrai match, soit... ouais,
peu compliqué. C'est clairement compliqué. Donc je sais pas ce qui est en train de se passer avec Aaron dans le sens où c'est un secret pour personne que Fribourg aimerait s'en séparer. C'est un secret pour personne que personne le veut. je crois qu'on commence à l'avoir compris ça. Maintenant la question, c'est un poker. Alors après on reviendra sur le joueur en lui-même. Mais là il y a un poker qui est lancé entre le club et Yannick Aaron. Si je ne me trompe pas, mais je crois que j'ai juste, c'est Sven Elfenstein, l'agent de Yannick Aaron. Niveau pognon, Sven Elfenstein, c'est pas le dernier. Dans Kaamelott, ce serait un Pict. Il les lâche pas comme ça. Et je peux imaginer que ce soit compliqué. En gros, il a encore une année et demie de contrat et il compte bien. Déjà, un contrat, ça s'honore, point. Donc, il n'y a pas de raison qu'il touche pas tout ce qu'il a besoin. Maintenant, à un moment ou à un autre, chaque jour qui passe, c'est un jour de moins à le payer. Et le buyout peut aussi baisser au bout d'un moment. Et chaque jour qui passe le rapproche du moment où il doit négocier son prochain contrat. Et si tu joues 20 secondes tous les 3 matchs, ton prochain contrat il devient compliqué. Donc à un moment, il y aura une balance qui va devoir se faire. Tu sais où je le verrais? À Viège, qui sera promu en Liga. Non, mais on est bien dans la même catégorie. À Cloton. Je le verrais repartir à Cloton. Déjà maintenant, à la rigueur, si vraiment... Alors c'est la même stratégie. Moi j'ai juste dit il est haut valaisan et Viège monte, mais toi tu dis il vient de Cloton et Cloton monte. Il vient. Il est passé par le mouvement junior. Et de me dire ils ont plus d'argent qu'Ajoie, qui pourrait utiliser un Yannick Aaron évidemment, mais qui n'a pas les fonds nécessaires. L'autre peut se dire on fait le club, que ce soit Viège ou Cloton, fait un petit effort en disant puis comme ça on te garde, tu viens faire 6 mois, 4 mois en Swiss League, puis l'année prochaine c'est bon. Tu fais le pas de côté ou le pas de retrait pour t'assurer un avenir. Et de toute façon, chez nous, tu vas être utile. En Ligue B, en plus, comme il n'y a pas de barrage, promotion, légation, un joueur à vocation offensive qui est peut-être pas le meilleur défensivement, on peut vivre avec. On te met sur le power play et tout. C'est quand même un joli renfort, du coup, pour n'importe quel club de Swiss League. Bien sûr. Puis après, il y a l'aspect bet on yourself. Tu te dis, bon, ok, je finis ma saison avec eux. Admettons que je doive gagner X jusqu'à la fin de la saison, je prends, je sais pas moi, 60% du montant qui m'est dû par Fribourg-Gotteron. J'accepte, je prends ça à Cloton. Fribourg fait un effort, me donne que 40% de mon salaire pour me dégager, en gros. Tout le monde est content, lui il rejoue, le club s'en est séparé, et ça pourrait arriver à un moment ou un autre. Il y a un pas ou un palier psychologique à franchir pour aller en Swiss League, et je ne sais pas s'il est prêt. Mais au bout d'un moment, il doit se relancer d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que le fait qu'il ait encore une année complète de contrat après, le fait qu'il se dise non, mais attends, la Swiss League, t'es gentil, mais il y aura une place en haut où peut-être ça vaudra la peine. Est-ce qu'il y aura un blessé quelque part? Est-ce qu'il y aura une porte qui va s'ouvrir? Mais en l'état, c'est une porte de château fort et il y a le pont-levis qui est redressé en ce moment quand même et il n'y a aucune chance, j'ai l'impression qu'ils partent rapidement. Maintenant, la question que tu dois te poser, qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils n'essayent pas de le mettre en avant. En NBA, moi j'aime bien, avant la trade deadline, ou en NHL d'ailleurs, mais ça se fait surtout en NBA, je trouve. Tu as un peu des joueurs qui vont avoir un rôle un tout petit peu plus en vue. Il va être un peu showcasé en disant voilà, regardez, machin, il sait quand même faire 2-3 trucs. Là, si tu le mets pas sur la glace, puis tu dis non, mais il a pas mis un patin sur la glace parce qu'il mérite pas. Ok, bah. D'ailleurs, vous le voulez, il vaut tant. Il faut rien d'entraînement, il est nul en match. Ça, j'ai jamais entendu. Non, mais je dis, c'est un peu. Tu vas jusqu'au bout du truc. Il est pas bon. Là, vous voulez pas à 400 000? Ah non, vous voulez pas nous le prendre? On est étonné, disons. Forcément. S'il devait le vendre, mais à un moment donné, je pense que s'il fait pas ça, c'est qu'il se dit ça me sert à rien, quoi. Puis à un moment, il doit gagner des matchs. C'est quand même son rôle. Et c'est là où c'est la séparation des pouvoirs. Enfin, le fait que les pouvoirs soient réunis sur sa tronche à Christian Dubé, c'est presque plus simple. Ça, je l'avais déjà dit une fois. Mais si tu avais Christian Dubé dans son bureau qui a engagé Yannick Aaron à X, puis tu as le coach qui dit non, mais machin, il mérite pas de jouer, il reste au bout du banc, puis tu as Dubé qui fait chaque minute qui passe sur le banc, c'est moi qui passe pour un âne avec mon salaire. Non, là d'un côté, il dit moi, c'est exclu que je fasse jouer lui parce qu'il mérite pas de jouer et j'assume de passer pour un âne avec l'autre casquette, mais avec ma première casquette, je dois gagner des matchs maintenant. Donc, il joue pas. J'entends, et je le comprends. Après, on dit assez souvent que si tu as un jeune à mettre quelque part pour lui venir faire un peu... le faire venir tâter... C'est la fin de l'épisode, là, c'est compliqué. Le faire tâter un peu de National League,
peut-être ce serait une bonne chose. Après, la question, c'est qui? La question, c'est dans le mouvement junior, est-ce qu'il y a des blessés, etc. Ça j'ai pas la réponse à ça, mais je pense que là, il y a un vrai problème et je sais pas s'ils vont réussir à le résoudre rapidement. On termine par Lausanne, qui a relevé la tête. C'est un peu bizarre de dire ça, mais compte tenu des circonstances. À force de baisser et de relever la tête, faut vraiment qu'ils fassent gaffe, quoi. Ils vont se faire mal au cervical, il me semble. Ouais, tu sais, c'est comme le chien sur les plages arrière. C'est vraiment ça. Et parce qu'il y avait eu presque un trend assez intéressant avec Victoire Ajoie, Victoire Bienne. On avait parlé, défaite contre Zoug, mais une défaite qui vient... Zoug B, on rappelle. Un Zoug méga diminué. Zoug Academy, ouais. Elle était dommage, cette défaite, dans le sens où justement, tu avais l'occasion de vraiment enchaîner. Et avec Zoug, après, il y a eu un bon derby à Genève, une bonne victoire en tout cas. Bonne victoire, voilà. Et puis un non-match, probablement un des moins bons matchs de toute l'année de Lausanne. De nouveau contre Rapperswil, en fait, le Genève-Rapperswil. Ce qui enchaîne, ce derby qui est enchaîné avec... alors, la première fois, c'était un très très mauvais match à Rapperswil. Là, c'est un très très mauvais match à domicile, ce qui est un peu plus pénible à subir pour les supporters. Et plus que la défaite, c'est vraiment l'état d'esprit qui... Au moment où on se disait, il y a peut-être une équipe qui est en train de se créer, un esprit de corps, un truc, boum, tout redescend. Et puis, derrière, il y a cette victoire 6-3 contre Fribourg, après avoir été mené 2-0. Lausanne a beaucoup shooté, notamment, je crois que c'est 26-10, 13-4 le premier tiers. Et puis, un peu différent dans le deuxième, mais contrairement au premier tiers, j'ai trouvé que Lausanne était plus dominant, malgré le volume de shoot plus important de Fribourg, était plus dominant au deuxième tiers. Et là, ils méritaient leur victoire pour être à chercher. Et c'était un joli match parce que Fribourg est revenu. Mais Lausanne n'a pas lâché. Ils ont été chercher ces 3 points. Et là, est-ce que c'est le match référence? Parce que Lausanne a besoin de se trouver une constance, en fait. Combien de fois on s'est posé cette question? Mais j'ai l'impression qu'on se la posera tant qu'ils n'auront pas fait une série un peu plus importante. Alors, John Foust minimisait un peu l'impact quand on lui parlait du match contre Rapperswil, qui était catastrophique. Lui disait, ouais, mais c'est 5 matchs en 7 jours. Et ça s'entend complètement. Voilà. Il dit là, la pause nous fera quand même du bien. Que c'était difficile aussi que les gars soient focus aussi longtemps parce qu'il y a beaucoup de matchs. D'accord. Ouais. C'est pas les seuls. Non, c'est vraiment pas les seuls, mais ça s'entend comme remarque. Je pense qu'il a raison de le mentionner. De temps en temps, nous, on est aussi des fois un peu dans ce tunnel-là où on traite à la fois de Genève, de Lausanne, de Fribourg, de Bienne, d'Ajoie, du hockey en général. Puis de temps en temps, de juste faire ce pas de retrait, puis de se dire, attends. Non, mais attends, ils ont joué 5 fois en 7 matchs-là. Et aussi, je pense que c'est bien de temps en temps de s'arrêter puis de dire, non, mais c'est normal que sur une série pareille, de temps en temps, tu aies un jour off. Alors, c'est mieux qu'il ait lieu à Ambry, loin des yeux de tes supporters, sauf les plus acharnés qui seront devant la télé, plutôt que devant tes 3, 4, 5, 6 000, je sais pas combien ils étaient effectivement dans la patinoire contre Rapperswil, où là, c'est autant de clients, entre guillemets, parce que le hockey suisse, c'est partout des clients avant d'être des spectateurs, et je dis vraiment pas ça contre Lausanne, c'est dans l'absolu, c'est des clients qui doivent revenir racheter ta cam, puis là, après le match contre Rapperswil, tu rentres à la maison avec une gastro. D'ailleurs, 6200, c'était un peu ça, c'est que si tu montres, de nouveau, c'est pas la question de gagner, tu peux pas gagner tous tes matchs à domicile, mais c'est juste l'état d'esprit. Les gens ils se disent, voilà, on est venu, ok, ils ont perdu, mais on a assisté à un joli match. On a vu une équipe. J'ai l'impression que les gens ils acceptent complètement que tu puisses effectivement perdre. Ma foi, voilà, t'as pas eu de chance et tout, mais tu t'es battu. Genève qui perd dans la dernière minute alors qu'ils ont le dernier power play et tout. Moi, je pense que les fans de Genève, alors certes, ils rentrent franc-fou à la maison de la défaite, mais ils se disent, ok, j'ai vu quelque chose ce soir. J'ai assisté à un bon match, puis on peut pas tout le temps... Voilà, Mais c'est vrai que cette défaite contre Rapi, elle fait un petit peu mal, quoi. Mais elle fait chenille, en fait. Ouais, et puis en plus, je dirais, elle fait d'autant plus chenille qu'on a un Nathan Voardou qui marque 2 points, je crois, 2 passes. 2 passes, ouais. Et
il fait partie de ces joueurs avec Iñaki Bragano qui sont des joueurs du cru de Lausanne, qui ont été parqués, en fait, parce qu'on ne leur donnait pas la chance, et on ne leur a pas dit, écoutez, vous pouvez rester. Et les supporters lausannois, de voir des jeunes arriver, quand tu vois les jeunes Genevois être capables de monter, quand tu vois à Fribourg, c'est un petit peu plus compliqué, mais même un Je voulais Gaëtan parler Job... du jeune fédéral aussi, vu qu'il y a le jeune Genevois, mais on comprend pas où je veux en venir. Mais on parlait de Zug Academy, de nouveau, de voir des gars de ton mouvement junior que tu mets quand tu as un problème. Ben, là... Nathan Voardou, il est en train d'exploser. Et d'ailleurs, j'avoue que si j'avais dû parier sur un des deux ou un des trois entre Ebicher, Bragano, Voardou, je l'aurais fait dans cet ordre-là. J'aurais d'abord pensé que David Ebicher allait vraiment être s'imposer plus facilement, puis Bragano, puis Voardou. Il se trouve que je suis un bobet et que c'est Voardou qui est en train de s'imposer par rapport aux deux autres. Je pense pas que tu es un bobet. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'imaginait se passer comme ça, cette première saison de ce trio roman du côté de Rapperswil. Mais c'est vrai que Voardou, il fait un très joli début de saison. Et en même temps, je comprends que Lausanne ne les ait pas conservés en réfléchissant au contingent à disposition. Et peut-être, et je pense pas que Lausanne les a mis à la poubelle en disant dégagez, vous servez à rien. Ils ont juste dit bon, bah, vous pouvez rester chez nous, mais les perspectives elles sont pas incroyables parce qu'il y a Frick, il y a Elner, il y a Marty, il y a deux étrangers, il y a Genadzi. Mais vous pouvez rester, hein, on vous donne un contrat, mais si tu as un agent qui est un tout petit peu malin, ça c'est pas le bon terme, mais si tu as un agent qui fait son travail, qui fait son job et qui se dit bon, Nathan, Iñaki, on fait quoi là? Faut qu'on trouve un endroit où il y aura du temps de glace, il y aura du power play, il y aura des bonnes minutes de jeu, il y aura un rôle. Rapperswil a dit on a exactement tout ça à disposition, donc venez. Egli, regardez comment il a fait, lui il est passé chez nous 2 ans, puis maintenant regardez où il est. On a le même plan pour vous. Alors oui, c'est moins fancy de venir à Rapperswil que d'être à Lausanne à la maison. Mais au moins, vous allez jouer. Il joue et ça se passe bien. Avec un coach, finalement, à part ça, Rapperswil, grande surprise en ce moment parce que après Tomlinson, on se disait que Tomlinson a ce côté un peu nord-américain que les joueurs viennent autour de lui. C'est ce qu'on a cru comprendre lors du rush des playoffs de Rapperswil qui gagne en pré-playoff contre Bienne, puis qui va après, qui passe un tour et qui bat Lugano, hein, si je ne dis pas de bêtises. Puis après, qui même arrive à pousser un peu Zug, à les titiller, à les embêter. On se dit, mais quand même beaucoup, les all reject que Tomlinson a réussi à mettre ensemble, le coach suédois de Rapperswil est en train de faire un super job et de prouver que plein de monde qui se disait que de toute façon ça allait pas marcher, ils vont changer, on passe d'un nord-américain à un suédois et tout. Finalement ça marche tout aussi bien. Est-ce que le point central de tout ça c'est Roman Chervenka? Je ne sais pas. Alors Roman Chervenka c'est clairement un point important. Il marque tous les soirs son point, voire ses points les soirs où il est un peu plus motivé que d'autres. Rapperswil, ça se passe vraiment bien. Il n'y a pas de honte à perdre contre Rapperswil. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Du coup, et vraiment, il n'y a pas de scandale là derrière. Par contre, comme je disais, enchaîner les gars. Et là, maintenant, il y a eu une belle prestation. Je disais avant, je trouvais que Fribourg était assez bon dans le premier quart d'heure. C'était surtout d'un point de vue défensif. Où il y a eu des shoots, mais Lausanne était surtout bon sur les powerplay. Il y a notamment Frolic qui a raté. Je pense que lui, il n'a toujours pas compris ce qui lui est arrivé. Oui, il n'y a plus Béra, en fait, il avait la cage vide sur un tic-tac-toe presque. Hein, et c'est plus dur de la mettre entre la cage et Béra que dans la cage. Mais il a réussi, chapeau à lui. Je pense que vu que Lausanne a gagné au bout du compte, il s'est juste fait chambrer et puis on est passé à autre chose, quoi. Mais si la soirée ne se poursuit pas comme ça, parce qu'il y a 2-0 à ce moment-là, si derrière ça se passe pas bien, tu dis. Je crois qu'il y a 2-1. Il y a 2-1. Je crois que c'est l'égalisation. C'est juste après celui de Douai alors. Ouais. D'ailleurs aussi à Lausanne, tu parles de Douai, très très bon. On parle du secondary scoring à Genève. Voilà, typiquement d'avoir des joueurs comme ça qui vont te gratter. Une fois c'est Maillard, une fois c'est Douai, une fois ça peut peut-être être Boson. En ce moment, il marque pas beaucoup de buts, mais on se comprend. On a Allemande en première ligne, on n'en a pas parlé. On a juste mentionné le retour, je crois, la semaine passée. Mais entre-temps, il a marqué contre Genève. Il apporte quand même quelque chose. On voit que
d'avoir un joueur comme ça que tu peux monter dans le line-up, que tu peux le mettre en gros sur n'importe quelle ligne, Oui, il que peut ce soit au jouer centre tous les ou à rôles. l'aile. Mais il peut même dépanner en défense. Je crois qu'à l'époque, Chris Maxwell avait même mis des temps, une fois ou deux en défense. Donc, tellement, je pense que le joueur est intelligent et sait quelles sont ses assignations et comment il doit jouer. Donc, vraiment, il est assez précieux. Il amène quelque chose que d'autres. Il va devant la cage, il va prendre des coups. Il va prendre des pénalités aussi. On a l'impression que c'est un peu inhérent à son jeu et que ça va être frustrant. Mais voilà, Ken Ince, je l'ai trouvé excellent. Ils ont donné le meilleur joueur du match à Genadzi. Perso, je l'aurais donné à Ronald Skenins parce que j'ai trouvé qu'il avait... il a joué un peu le rôle du Ronald Skenins qu'on attend. Oui. En fait, comme un étranger supplémentaire qu'il est censé être, même s'il a sa licence suisse, qui doit amener et que là, tout d'un coup, ça décharge un petit peu Berchi qui a souvent un peu tout pris sur ses épaules ces derniers matchs en étant très très important pour Lausanne, que Kenins à enfiler son bleu de travail et puis à trouver un peu des bonnes lignes de passe, des bons trucs. Le goal qu'il met, il est dans le slot et il récupère. Très important. Puis on a une question aussi de Aurélie Gué-Fontanella. Elle en avait deux. On va peut-être d'abord prendre celle sur Lausanne et puis après c'est une question sur l'arbitrage. Toi, je sais que tu as vu, mais pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu, il y a eu une interview après le match contre Rapperswil sur MySports. Le journaliste Jean-Philippe Presselwenger, qu'on salue, qui pose la question à Joel Genadzi, qui dit quand est-ce que vous avez senti que ça vous échappait en fait ce match? Et Genadzi a visiblement pas compris la question en pensant qu'il a interprété le échappé par abandonner. Et on lui a reparlé mardi soir et puis il s'est excusé encore platement. Il a dit la prochaine fois que je le vois, vraiment, je m'excuse. Ouais, je traduisais en allemand dans ma tête et puis en plus, je suis émotionnel après ça parce que lui a dit c'est un peu une question de merde. Et puis, ça va devenir un mème. Hein. Désolé pour Jean-Philippe, on va le ressortir une fois ou deux. Exactement. Et mais ce sera rien contre lui. C'est juste que ça équivaut à du Sacha Weibel qui dit est-ce que c'est une question sérieuse. Bien entendu. 10 ans après, tu le ressors, tu sais plus le contexte ou pas, mais là, ça va rester. Ça va rester. D'ailleurs, Jean-Philippe m'a dit que il était en Ajoie, il était à Port-Entruy. Les 5 premières personnes qu'il a croisées lui ont parlé de ça. Donc, et lui, pas ombrage, il n'y a aucun problème, il n'en veut évidemment pas. Il a aussi compris que Genadzi avait peut-être pas totalement saisi sa question, mais est-ce que c'est pas scandaleux ce genre de réponse? La question n'est pas si mauvaise. Est-ce qu'on peut parler comme ça à un journaliste en fin de match quand en plus on vient de livrer une prestation si lamentable? La question permettrait de détailler le match en expliquant les bas, le moment un peu meilleur. Est-ce que vous trouvez normal que les journalistes soient ainsi traités? Alors, je comprends complètement la question. On a tous eu poser des questions de merde. Oui. On a tous eu des réponses de merde parce que c'est notre métier. Pour reprendre l'expression du oui, là c'est maladroit, c'est clairement maladroit. Après, Genadzi, c'est un joueur qui est entier globalement. Et on a eu plusieurs interviews de lui où il était vraiment très dur par rapport à la pression de son équipe. Et lui, en fait, il va dire ce qu'il pense. Et finalement, on se plaint assez souvent, je trouve, nous, les premiers, les journalistes, en disant ouais, ils nous disent tous un peu la même chose, il faut prendre match après match. Lui, il va pas te dire faut prendre match après match, et il va te dire ce qu'il a vraiment envie de te dire à ce moment-là. Et ça, moi, j'arrive pas à le lui reprocher. Après, là, en l'occurrence, il peut lui dire la même chose, même en ayant mal compris la question. Tu peux lui dire, tu dis non, moi, je suis pas d'accord avec vous, on s'est battu jusqu'à la dernière minute. Ça marche aussi comme réponse et il n'y a pas besoin de dire ça. Mais je préfère qu'il y ait de temps en temps un écart de ce côté-ci que jamais d'écart du tout et puis d'avoir quelque chose d'aseptisé. Est-ce qu'on peut, à la fin d'un match, est-ce qu'on peut traiter un journaliste comme ça? Moi, je pars toujours du principe que l'interview, c'est un peu une sorte de petit duel. À part si tu fais l'interview de Damien Brunner pour Joueur du Mois, c'est pas le cas. Mais tu sais, à la fin du match, tu viens poser une question, tu essaies de titiller, tu essaies de voir comment la personne, ce qu'elle te répond, puis tu rebondis à ce qu'il dit. Puis c'est un jeu, l'interview. Et là, il a joué un peu trop fort, peut-être. Mais c'est le contexte. On parle d'émotion. C'est-à-dire que tu sais qu'avec un joueur comme ça, il y en a d'autres, tu pourras essayer de les titiller. L'encéphalogramme va rester plat. C'est vrai. Définitivement, ils vont pas sortir des clous, ils vont pas être, ils vont pas s'énerver, ils vont pas s'enthousiasmer, ils vont rester très neutres finalement. Voilà, c'est une sorte de dérapage. Je trouve en plus que c'est même pas ça. Mais alors moi, j'accepte complètement. On n'est pas des pauvres
être... S'il y a un problème, en plus, il le règle hors antenne. Il dit, dis donc, la prochaine fois et tout, il n'y a pas de problème. En plus, Gennady s'excuse. Hein, Ouais, il dit, je suis désolé de te l'avoir dit comme ça, mais il se rend peut-être un peu. Et il se réexcuse encore une fois après. Ouais. Donc, vraiment, on est tombé sur quelqu'un qui est hyper classe de base. Mais voilà. Et surtout, nous, on a un luxe terrible. Oui. C'est que nous, on est en presse écrite. Donc, en fait, alors, c'est sûr que si j'avais eu cette interaction-là, elle aurait été retranscrite. Mais si j'avais eu cette interaction-là, je lui aurais peut-être dit « Non, mais attends, ta réponse là... » Puis si il me dit « Bah oui, je viens de te répondre, c'était une question de merde. » Je dis « Ah bon, bah alors là, tu l'écris, tu vois. » Mais s'il y a une mésentente dans l'interview, tu l'arrêtes directement. Tu fais « Non, non, mais Joël, je dis pas que vous avez fait... C'est ça que je veux te... » Puis là, il s'interrompt. Ouais. Là, c'est une interview télévisée, donc bah, tu as ton micro, tu tends le crachoir, et puis bah, il se passe ce qui se passe. C'est beaucoup plus glissant comme terrain, l'interview en direct à la télé, que l'interview pour nous. Et donc, je pense que ça arrive de temps en temps. Nous on a un peu ce luxe-là, c'est de pouvoir recontextualiser, réexpliquer ou dire avec d'autres mots, parce qu'il ne faut pas oublier, et il parle tellement bien français, Joël, qu'on oublie que c'est un Zurichois d'origine et qu'il est alémanique de base, mais il parle tellement bien le français en fait, et c'est aussi ça, parce que si tu parles à un alémanique qui parle en français, genre Fabien Elner, qui parle bien le français, mais tu auras tendance à utiliser des mots assez simples, à essayer de bien expliquer pour bien te faire comprendre. Là, tu le considères comme un roman, Gennady. C'est un roman. Berchi, pareil. Berchi, pareil. Pas oublier que derrière... mais je dirais même Joël Vermine, presque pareil, tellement il parle bien, même s'il a un tout petit peu plus encore alémanique que les deux autres qui sont quasiment... Ils ont tellement pas de pointe d'accent que c'est impressionnant. Mais tu as raison. On fait souvent cette erreur-là. Je veux juste terminer pour dire que il y avait une question concernant Marc Vigand de la part d'Aurélie. On va la garder au chaud et puis on essaiera de la traiter la semaine prochaine. On va un petit peu passer 2-3 coups de fil, se renseigner un petit peu et puis on verra ça la semaine prochaine. On arrive au terme de cet épisode 10 de la saison 4. J'écoute un podcast de basket. Bon, tu me diras pourquoi tu parles de ça. Ouais. Il arrête pas de dire « J'aimerais bien arriver à 1000 followers sur Spotify avant Halloween. » Alors, je sais pas si hier il y est arrivé parce qu'il n'y a pas eu l'épisode suivant. Mais nous, on avance bien dans nos followers sur Spotify également, à plus de 700. Alors, on va pas viser les 1000. Hein. On a un marché avant Halloween, je pense qu'on est mal. Bah, peut-être l'année prochaine, on a une chance. Mais tout ça pour dire que si vous voulez vous abonner à notre chaîne Spotify, face à notre compte Spotify, c'est là qu'on publie également notre épisode. Sinon, on est présent un peu partout ailleurs, Apple Podcast, SoundCloud, etc. YouTube, qui marche bien aussi. Et d'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On est toujours content d'y répondre et de temps en temps phosphorer un petit peu pour avoir des réponses. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Semaine prochaine, c'est pause l'équipe nationale. On verra. Il y a déjà eu une pause à cause de Jean-Fred. On verra s'il y en a une à cause de moi. À bientôt.